Pourquoi ce livre? Alors, en fait, pour répondre à cette question, j'ai isolé 3-4 dates en fait qui sont les balises qui ont construit en fait la nécessité de cette écriture. La première date, c'est le 11 juillet 2017. Ce jour-là, à Villeurbanne, on tenait notre première journée d'université d'été avec le CAC. C'était le début du mandat de Macron aussi, par ailleurs. Et on a eu sur cette même journée la double intervention de Jean-Louis Laville et de Michel Rio-Sarcey qui sont venus nous expliquer. Voilà. Ça a été une sorte de révélation, alors au sens où ils ont révélé une histoire, voilà, qui pour moi a été une révélation, une sorte d'épiphanie en quelque sorte. C'est-à-dire que c'était l'exposition d'une histoire qui me permettait de beaucoup mieux comprendre ma propre histoire. Voilà. Le problème, c'est que ce jour-là, dans la salle, on était, je sais pas, 70, 80. Et donc, c'était accompagné finalement d'une frustration de se dire, mais vraiment dommage de ne pas être plus nombreux à bénéficier de cet apport-là. Voilà. Donc ça, c'est la première date. La deuxième date, donc je fais un saut de quelques années, c'est le 6 octobre 2020, dans un petit café à côté de l'Assemblée nationale. Julien Talpin, ici présent, et quelques autres présentent le premier rapport de l'Observatoire des libertés associatives après 18 mois de travail pour le concevoir. Donc, cette présentation a lieu dans une salle, dans une petite salle, mais quand même dans une salle pleine de députés de différents bords politiques, de journalistes et d'acteurs associatifs. Et il y a eu une très bonne réception en fait de ce rapport, c'est-à-dire qu'on a réussi quelque part à le mettre à l'agenda politico-médiatique. Voilà, il y a eu une couverture presse nationale du rapport. On a été ensuite auditionné par le groupe Vie Associative à l'Assemblée nationale, etc. On a quelque part réussi notre coup, mais il manquait quelque chose. C'était à partir de la photographie rendue par ce rapport, d'avoir le film en quelque sorte, c'est-à-dire de pouvoir répondre à la question, d'accord, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Et donc, il y avait cette frustration de se dire, mais en fait, il n'y a que 70 personnes qui le savent. C'est les 70 personnes qui étaient le 11 juillet 2017 à écouter Michel Rio-Sarcey et Jean-Louis Laville. Donc, voilà. Donc, est née progressivement cette nécessité de rendre davantage public et à la connaissance du plus grand nombre cette histoire-là. Et comme la situation n'a cessé d'empirer, à partir de la remise du rapport, on a cru pendant quelques jours que on allait peut-être pouvoir contribuer à enclencher un débat sain et mature sur le sujet. Mais ça a tout de suite été balayé par finalement la bourrasque de l'histoire avec sa grande H, là, c'est-à-dire finalement du retour des attentats terroristes sur cet octobre-là et de l'emballement politico-médiatique qui en fait a rendu complètement inaudible la portée des propos qu'on pouvait avoir à ce moment-là et qui a entraîné une intensification, une accélération du cercle vicieux qui a conduit à voir les députés examiner à ce moment-là sur cet hiver noir en fait la loi sécurité globale et puis ensuite la loi d'abord qui s'est appelée séparatisme et puis qui s'est baptisée loi confortant le respect des principes de la République, etc. Bref, la situation a empiré à un tel point que la dernière date, c'est le 1er juillet 2021, c'est-à-dire le 120e anniversaire de la loi de 1901. Et à ce moment-là, l'échec du recours qu'on a fait auprès du Conseil constitutionnel pour faire invalider une partie de la loi censée conforter le respect des principes de la République, finalement adoptée quelques semaines plus tard, le 24 août, qui, c'est en tout cas l'hypothèse qu'on peut poser, nous bascule dans une autre ère. Et parce que c'est une loi qui est fondamentalement en rupture avec la loi de 1901 et qui est donc l'aboutissement d'un processus. Et on ne comprend pas ce qui se passe à ce moment-là, le 24 août 2021. Et plus tard, par exemple, le 1er janvier 2022, au moment où il y a le décret d'application du contrat d'engagement républicain, qui est une des composantes de cette loi, si on ne comprend pas ce qui se passe, si on ne comprend pas le processus. Et ce processus, c'est ce que j'ai essayé
rendre le plus clair possible dans 3 chapitres de ce livre, alors c'est une sorte de livre d'histoire. Alors, un peu particulier parce que c'est un livre d'histoire écrit par un non-historien, mais c'est un livre d'histoire dans le sens où il raconte une histoire au sens littéral. Et j'y reviens en fait, dans l'introduction, je parle d'abord de l'histoire que moi j'ai vécue, que quelque part j'ai vécue en tant qu'acteur associatif depuis 25 ans. Avec cette sensation, alors j'ai bien aimé l'image, là, il y a Michel Lulec dans Association Mode d'Emploi qui vient de faire un petit papier où il parle du livre et il utilise la métaphore, vous savez, de la grenouille qui est dans son bocal, qui chauffe et qui ne se rend pas compte qu'en fait, la situation devient complètement invivable, voilà, et qui finit par mourir comme ça. Et en fait, c'est cette sensation-là qu'en tant qu'acteur associatif, j'avais progressivement, de plus en plus. Et puis, plus récemment, en tant que permanent travaillant au CAC depuis 2016, j'ai vécu ça de près, et notamment cet épisode par lequel je commence le livre, et qui est la suppression des emplois aidés, été 2017. Alors voilà, moi je trouve quand même, on oublie vite, voilà, l'actualité recouvre l'actualité, mais c'était quand même quelque chose en fait. Enfin, nous, on a appelé ça au CAC, au collectif des associations citoyennes, le plan de licenciement le plus massif de l'histoire de France. Plus de 260 000 postes supprimés quand même. Alors, on n'a pas vécu ça comme un autre plan de licenciement quand c'est des secteurs entiers qui sont touchés, des usines entières sur des localisations très précises, puisque c'était des petites associations, c'était un poste, plus un poste, plus un poste. Même si d'ailleurs 40% seulement des emplois aidés étaient associatifs, il n'empêche que ça a été une saignée et que ça a quand même provoqué une chose rare, une mobilisation du monde associatif. Et nous, on a participé en plein avec le CAC, avec d'autres, hein, en accompagnant dans leur démarche, par exemple, le syndicat ASSO, beaucoup, à cette mobilisation de protestation. Je me souviens, par exemple, de l'opération qu'on avait fait au Panthéon, qu'on avait appelée au CUI-CAE, donc le nom de l'emploi aidé, la patrie reconnaissante. On avait fait une opération, et puis plus tard, on avait fait un dying avant de manifester de la bourse à la République, et non pas l'inverse, parce qu'on considérait que, voilà, qu'il fallait être en marche dans ce sens-là. Voilà, donc, voilà. Bon, on oublie vite, dans un moment dans le bouquin, c'est une toute petite allusion à Jean Ferrat qui, en 1963, chantait que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Donc, vous imaginez, à l'heure de BFM et des réseaux sociaux, voilà, on a un peu, quelque part, oublié ça, mais le livre commence par ça, c'est-à-dire par finalement ce moment très, très important d'abaissement des capacités d'action du monde associatif. Donc voilà, dans cette introduction, je raconte rapidement l'histoire telle que je l'ai vécue et telle que finalement elle nous a conduit avec Julien et d'autres à concevoir cet observatoire des libertés associatives. Mais c'est pour mieux rentrer dans l'histoire avec un grand H. Et donc l'histoire avec un grand H, elle est découpée en 3 grands chapitres. D'abord, le chapitre qui est des lendemains de la Révolution de 1791 et la suppression pure et simple de la liberté de se regrouper avec la loi Le Chapelier qui interdit les corporations et les regroupements, à 1848, et ce moment extrêmement important de cette révolution oubliée, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Michel Riosarcé. Alors, c'est extrêmement difficile, en fait, de se représenter, de se remettre comme si c'était présent, cette histoire-là. Parce que c'est une histoire d'une époque sans réseaux sociaux, et heureusement, c'est difficile pour nous de concevoir ça maintenant. Mais c'est une époque dont la violence, alors je m'appuie sur des monuments littéraires comme Les Misérables, et puis plus tard comme Germinal, etc., pour essayer de parvenir à se remémorer en fait ce que c'est cette nécessité d'entraide qui conduit, malgré leur illégalité, à faire des associations. Même si c'est des proto-associations, même si c'est des associations qui n'en portent pas forcément le nom, elles s'appellent Secours Mutuel, ça s'appelle éventuellement Crédit Mutuel avant que ça devienne une banque, voilà, avec la politique qu'ils ont sur les agios, par exemple. Voilà, des sociétés coopératives de production, etc. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est qu'à ce moment-là, et ça c'est bien dit, je trouve, par Jean-Louis Laville, il y a une double indissociabilité. C'est-à-dire qu'il y a une théorisation, notamment des socialistes utopiques,
qui est très très forte. Et en même temps, c'est relayé et c'est en interaction avec des pratiques et avec le fait que les gens sont vraiment contraints d'inventer à la fois des moyens de solidarité pragmatique pour faire face au quotidien, mais en même temps, de ce fait, créer les conditions d'élaboration à plus long terme de propositions politiques, de plaidoyer dans le domaine économique, etc. Et donc, ça, c'est très, très important parce que ça va ensemble. Alors là, je m'arrête une seconde quand même sur l'apport majeur en fait de ce livre-là, Le procès de la liberté de Michel Rieux-Sarcey. C'est un livre en fait qui est venu compléter cette révélation quand elle est intervenue à l'université d'été, parce qu'en fait, bon, vous voyez, c'est un livre assez dense, assez épais, mais elle revient très très en détail en fait sur ce que sont les associations à cette époque-là et ce qu'elles font. Et la manière dont, en fait, elle crée le terreau pour cette révolution de 1848, qui est extrêmement importante, parce qu'en fait, c'est la tentative d'aller au bout des promesses inachevées de la révolution de 1789. Voilà. Et sur la révolution de 1848, donc, pour ceux qui ont la flemme de lire Michel Rieux-Sarcey, vous pouvez aller voir un truc qui est très, très bien fait, je trouve. C'est sur le site de là-bas, si j'y suis, il y a des passives vidéo de Besancenot qui, en 3 épisodes, expliquent la révolution de 1848. C'est limpide, c'est vraiment super, et notamment cette double révolution. C'est-à-dire qu'il y a le moment de février, et puis en fait, la révolution, le moment du mois de juin, qui est l'effondrement, qui est l'affrontement de classe, en fait, entre le segment bourgeois porteur de la révolution de février et le segment des classes populaires. Voilà. Il y a peut-être un dernier truc sur lequel je m'arrête sur ce premier chapitre, c'est le concept de solidarité démocratique, qui est une des parties de ce chapitre-là, qui est la théorisation par Pierre Leroux d'une conception particulière de l'exigence égalitariste, en fait, qui est dans l'héritage direct en fait, de 1789 et qu'on va progressivement perdre. Alors, on perd ça de différentes manières. On perd beaucoup de choses avec la répression sanglante du printemps des peuples, en fait, parce que ce n'est pas que la révolution parisienne qui est réprimée à ce moment-là. On sait que l'Europe entière se soulève par capillarité. Et on perd énormément de choses. Alors, parmi les choses qu'on perd, je trouve, il y a des mots d'ordre qui vont comme ça devenir secondaires. Un des mots d'ordre clés de la Révolution de 1848, c'est « Nul n'a droit au superflu tant que chacun n'a pas le nécessaire ». C'est très simple. C'est une citation, page 39 de ce livre, qui… bon, je pensais à ça tout à l'heure. En fait, je me disais, en fait, ça a été repris par un slogan publicitaire finalement bien connu quelques années plus tard, par la SNCF, qui disait que le progrès ne valait que s'il était partagé par tous. Voilà. Mais c'est cette idée-là. Il y a aussi cette phrase que j'ai notée de Louise Michel. S'il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut admettre qu'il y ait encore des gens qui crèvent la faim quand d'autres ont des millions à dépenser en turpitude. C'est cette pensée qui me révolte. Voilà. Et ce qu'on perd surtout avec la révolution de 1848, c'est cette exigence égalitariste qui, je trouve, est magnifiquement traduite par cette formule de Victor Hugo quand il monte à la tribune de l'Assemblée nationale quelques mois plus tard. Il dit qu'il est de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, dit-il, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Hein. Et c'est ce projet-là qui, on va le voir, va au fur et à mesure s'évanouir. Alors, la manière dont tout ça s'évanouit, c'est avec cette deuxième période qui se trouve en 1848, qui dans le chapitre est extrêmement large, puisque je la fais courir jusqu'à 1983. Là aussi, je m'arrête juste sur quelques éléments qu'on peut pointer, alors, non pas tant pour résumer que pour donner un aperçu du contenu de ce deuxième chapitre. Le premier élément, c'est l'occultation, c'est-à-dire c'est la manière dont l'oubli a été organisé finalement de toute cette portée émancipatrice pré-1848 et 1848. Avec peut-être une petite incise sur le fait qu'évidemment, il y a une occultation libérale, à la fois chez des théoriciens comme Tocqueville, à la fois chez des politiques comme Thiers, mais aussi une occultation plus inattendue quand on lit Michel Rieux-Sarcey, des marxistes. C'est-à-dire que pour la vulgate, en tout cas marxiste, moins Marx par exemple que Engels,
il y a une condamnation de ce qui est considéré comme le balbutiement, une sorte de maladie, comme si le socialisme utopique était une maladie infantile du socialisme qui arrivait à un stade de maturation et devait forcément être un socialisme scientifique. Et donc, il y a cette occultation un peu inattendue sur laquelle je reviens un peu. Et puis surtout, il y a la désagrégation de l'associationnisme, c'est-à-dire de la manière dont les associations avant 1848 sont le creuset commun de ce qui ensuite se développe par branche et qui va trouver au fur et à mesure du 19e siècle notamment une traduction légale. 1884, la loi qui reconnaît les syndicats, 1896, les mutuelles, 1901, évidemment, les associations, les coopératives, ça viendra un petit peu plus tard. Et en fait, ce qui est très, très important, c'est qu'en fait, là, on perd quelque chose de fondamental qui est le fait d'arriver à tenir d'un bloc un ensemble d'aspirations sociales, politiques et économiques. Voilà. D'ailleurs, je pensais, en relisant un petit peu le livre, que, parce que bon, voilà, il faut aussi voir, enfin, c'est intéressant de pointer les limites et voir la réédition prochaine, qu'est-ce qu'il faudra ajouter. Il y a un oubli, je pense, dans le livre, c'est de pas m'appuyer davantage, parce que je crois que je ne le cite même pas, sur l'autre Karl, hein, c'est-à-dire sur Karl Polanyi. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de dramatique, c'est que quand on oublie la dimension économique de l'action associative, on oublie de revendiquer une certaine conception de l'économie qui permet de ne pas se la faire confisquer. Autrement dit, d'être dans l'empreinte de Karl Polanyi quand il dit que l'économie ne se réduit pas à une seule économie qui est l'économie de marché. Voilà. Et ce qu'il explique très très bien, c'est que l'économie de marché, c'est qu'une partie de l'économie de la réciprocité où sont en plein les associations, et l'économie de la redistribution, sans parler de l'économie domestique, sont les trois autres composantes d'une approche anthropologique de l'économie. Voilà. Voilà, puisqu'on est dans les ellipses, enfin dans les limites, évidemment, cette période, il y a des grandes ellipses, et donc il y a des fois, c'est ce que j'appelle l'histoire au lance-pierre, dans le sens où il y a des synthèses un peu lapidaires, il y a des ellipses un peu fortes, certainement, mais voilà, c'était pour faire un livre court. Et donc, voilà, et juste pour dire, en fait, ce livre, il a été écrit avec en tête un titre qui n'est pas celui retenu finalement, qui était Courte introduction à la longue histoire de la répression de l'action associative. Et donc, ça se voulait à la fois court, et puis surtout, ça se veut être qu'une introduction, en fait. Donc, je pense qu'il faut absolument creuser ça. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour remercier Thomas, qui est juste le bureau à côté, au centre de documentation du CAP, et qui m'a montré tout à l'heure une thèse qu'il est en train de lire et qu'on voulait de lire, qui est une thèse sur les associations de 1810 à 1848, justement. Voilà, peut-être juste sur ce deuxième chapitre, un arrêt sur image sur 1971. 1971, c'est un moment extrêmement important puisque c'est le moment où la liberté d'association va en quelque sorte être sanctuarisée à faveur d'un jeu politique un peu particulier qui voit la montée en puissance du Conseil constitutionnel et qui voit en fait se hisser au rang de principe à valeur constitutionnelle la liberté d'association. Je le détaille un petit peu, page 74 du livre, mais tout ça naît du Darmanin de l'époque, qui s'appelle Marcellin, et qui essaye en fait de rétablir un contrôle a priori de la constitution d'association. Et je vous cite la phrase, comment il explique ça, parce que c'est un peu savoureux. Il dit « La reconnaissance de liberté sans limite signifierait la disparition de l'État et l'avènement d'une société anarchique. » C'est son argument. C'est pour convaincre donc, du bien fondé de son idée d'interdiction du principe même de liberté d'association. Et donc c'est cette tentative qui va être contrée spectaculairement par le Conseil constitutionnel. C'est important parce qu'on pourra peut-être revenir sur la différence ensuite entre liberté d'association et puis liberté associative. Voilà. Le chapitre 3, peut-être faut que je surveille l'heure parce que le chapitre 3 commence en 1983. Ah oui, alors, non, juste peut-être pour finir sur le chapitre 2, un dernier point. D'accord. Un dernier point, c'est, je trouve, extrêmement bien analysé par Jean-Louis Laville, c'est finalement l'explication de pourquoi est-ce que ce chapitre 2 s'appelle
vers la construction d'un âge d'or de l'action associative avec des guillemets à âge d'or. Et en fait, ce qu'explique remarquablement Jean-Louis, c'est que, à la différence du premier 19e siècle jusqu'à 1848, où les associations sont finalement actrices de l'histoire portée par ce mouvement, notamment des classes populaires et des luttes historiques de la classe ouvrière, ce moment, en fait, où finalement il y a une reconnaissance légale du monde associatif et un développement qui est permis par cette reconnaissance, a priori, c'est une période faste pour le monde associatif, et c'est vrai que d'une certaine manière, ça l'est, mais il y a une étrange antinomie entre, à ce moment-là, l'accroissement des capacités d'action et une autonomie qui est plus relative qu'avant du monde associatif, c'est-à-dire que les associations se développent à ce moment-là dans le prolongement de la construction d'abord de l'État social, puis de l'État-providence. Elles ne tiennent plus le stylo de l'écriture de l'histoire, puisque c'est l'État et le marché qui, dans cette écriture duale, l'histoire, et ça explique en partie l'invisibilité du monde associatif, même encore aujourd'hui. Voilà. Et ce paradoxe, il est intéressant à noter parce que voilà, cet âge d'or, on peut considérer que par rapport à ce que je vais expliquer sur le chapitre 3, ben, il est à la fois réel et vivant, mais en même temps, il a une certaine manière de... On peut aussi le relativiser, et vous verrez dans l'introduction du chapitre 2, finalement, la meilleure manière peut-être que j'ai trouvé de le relativiser, c'est en relisant la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Le chien et le loup, hein, voilà, que je vous invite à relire parce qu'elle est juste dans le chapitre 3, donc, commence en 1983, commence au moment, on va dire ça comme ça, du reniement, en fait, du projet de gauche des socialistes au pouvoir. Et de ce moment où finalement on passe à l'heure du néolibéralisme, alors avec trois parties dans ce chapitre 3, pour distinguer en fait trois générations de néolibéralisme. La première génération de néolibéralisme, c'est celle des intellectuels du Mont Pèlerin, donc Hayek, Friedman, etc., pour lesquels finalement les choses sont assez simples. Il faut réduire le périmètre d'intervention de l'État, le concentrer sur les interventions régaliennes, et puis laisser le jeu du marché faire son œuvre et finalement accomplir aussi le chemin de la liberté, quelque part. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que ces penseurs vont avoir une traduction politique très, très forte dans le monde anglo-saxon et puis par contagion sur l'ensemble des continents. Ensuite, avec d'abord l'élection de Reagan, de Thatcher et puis beaucoup d'autres. Ce qu'on peut noter, évidemment, c'est en fait, quand on revient sur tout ça, c'est jusqu'où vont ces penseurs. C'est-à-dire, ils vont jusqu'à dire que, alors je vais caricaturer ça comme ça, il y a les citations exactes dans le livre, mais il vaut mieux une bonne dictature plutôt qu'une société qui n'est pas néolibérale, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est le lien entre les Chicago Boys et puis la dictature chilienne, etc. Voilà. Voilà, donc le chapitre 3 commence comme ça. Il se poursuit avec la manière dont le néolibéralisme a gagné en subtilité, en perversité, en malignité, et aussi en difficulté à le combattre dans une deuxième génération, qui est une génération où finalement, ils ont été beaucoup plus malins en se disant que le principe, c'était que faire du profit et faire le bien n'était plus incompatible. Ça a conduit à des choses qu'on a beaucoup travaillé au CAC, à documenter la manière dont des segments entiers de la société, où on considérait encore il y a peu de temps que finalement c'était immoral de se faire de l'argent, le social, l'humanitaire, la culture, l'éducation, vont devenir des marchés de plus en plus. Voilà. Et ça, c'est notamment tous les discours de Sir Ronald Cohen, l'introduction des contrats à impact social en France est un des symptômes de tout ça. Et puis, c'est finalement quelque chose qui est extrêmement compliqué, puisque finalement, il y a des gens de très bonne volonté et qui vont parfois entre les lignes, parfois beaucoup moins entre les lignes, beaucoup plus explicitement, dire que
pour solutionner les problèmes sociaux pour lesquels, comme chacun le sait, on dépense quand même un pognon de dingue, il va falloir passer à la modernité que représentent plutôt les entreprises et les entrepreneurs sociaux, plutôt que les associations qui, parfois, marquées par leur ringardise, ont quand même fait la preuve que ne sont quand même pas très efficaces. Hein, voilà. Voilà, donc ça, c'est ce deuxième chapitre, enfin, c'est la deuxième partie du troisième chapitre. Et puis le dernier, c'est de voir comment est-ce que tout ça, en fait, nous conduit à cette impasse que l'on constate actuellement, qui est que ben, ils sont quand même pas beaucoup plus efficaces, et ça, c'est quelque chose qu'on s'apprête, j'espère, à documenter le plus clairement possible avec la création de l'Observatoire citoyen de la marchandisation de l'action associative. Et non seulement ils sont malheureusement pas efficaces, mais en fait, je pense que globalement, et ça c'est extrêmement bien décrit évidemment par des gens comme Grégoire Chemayou dans la société ingouvernable, il y a ce que Philippe Hainaut appelle la double insoutenabilité, c'est-à-dire qu'il y a cet accroissement insupportable des inégalités sociales, il y a la catastrophe écologique et d'urgence qui va avec, et donc ça devient complètement illusoire de penser qu'il va y avoir une adhésion massive en fait, de la population à ce projet politique de Startup Nation, ou quel que soit le nom qu'on lui affuble. Et donc c'est ce qui en fait crée les conditions de ce qu'on peut appeler l'obligation du passage en force en fait, pour faire passer une politique, et le virage autoritariste qui évidemment touche l'entièreté de la société, mais qui se propage dans le secteur associatif et qui nous amène à partir des années 2000, enfin au mi-temps des années 2000 plutôt, à considérer que c'est un sujet. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Le CAC a été créé en 2010, pas du tout en repérant cette thématique-là, quoi. Voilà, il y a un certain nombre de signes avant-coureurs qui nous inquiètent, voilà. On est quelques grenouilles à sentir l'eau chauffer, quoi. Et voilà. Et puis, jusqu'à... un truc symptomatique, c'est que je parlais des emplois aidés. Au moment où il y a donc cette mobilisation des emplois aidés, et c'est classique, une concertation pour finalement éteindre le début d'incendie et de mobilisation. Il y a un rapport qui est rendu suite à cette concertation. Sur 59 mesures de ce rapport, en se rappelant qu'il n'y a que 12 mesures ensuite qui vont être venues dans la feuille de route du gouvernement un an plus tard, mais sur les 59 premières mesures du rapport, il n'y en a que 2 sur les libertés associatives. Il y en a une très précise sur les procès-Bayon, et il y en a une un petit peu globale pour se dire il y a un problème, il faudrait créer un comité interministériel pour étudier ça. Et comme on a été voir à ce moment-là le secrétaire d'État pour lui en parler directement, on l'a interpellé au moment de la présentation du rapport, on lui a dit qu'il y a quand même ce sujet-là, il a dit venez me voir, on a été le voir, et puis il a dit bon oui, peut-être qu'il y a un problème, prouvez-le-moi en gros, je veux bien entendre, mais il faut que vous étayiez votre propos. Et donc c'est là que l'Observatoire citoyen, l'Observatoire des libertés associatives est créé, grâce à Julien qui prend son téléphone et crée un comité scientifique pour faire ça de la manière la plus rigoureuse possible, et ensuite de poser ce constat qui vient en fait aussi étayer un certain nombre de remarques faites à ce moment-là par des observateurs européens, puisque l'Observatoire des libertés associatives a été en partie permis par des financements d'un consortium de fondations européennes. Voilà. J'en ai fini pour la présentation du rapport. Je dis juste un mot pour dire que du bouquin, juste un mot pour dire qu'il y a des addenda, il y a des bonus à chaque partie à la fin du livre. Voilà, parce que le but c'était de faire une courte introduction à la longue histoire de la pression associative, mais il y avait des chutes, vous voyez, donc et donc il y a plein de trucs dont on ne pouvait quand même pas ne pas parler, la Commune de Paris, enfin des choses comme ça. Donc il y a quand même une série de bonus comme ça sur chacune de ces 3 parties. Et puis dire en conclusion de ma présentation que ce livre n'a pas de conclusion, mais une mise en perspective, parce que heureusement, il y a un certain nombre de motifs d'espoir qui nous permettent de penser que le pire n'est décidément jamais sûr. Et donc voilà. Et donc sur tout ça, j'ai tenu une demi-heure, mais je n'ai pas abordé ma dernière partie, à quoi peut servir ce livre, mais ça, on pourra peut-être le voir dans les échanges. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, on n'a pas un prédéfini d'ordre. Donc, c'est un peu comme on veut. Voilà.
C'est un peu comme on veut, il n'y a pas d'ordre. C'est comme on veut. Non, c'est toi qui décides. Non, mais à la limite, peut-être qu'on peut. Je parlais de l'Observatoire des libertés associatives et donc peut-être dire un mot, peut-être commencer par là, parce que quand même, il y a à quoi peut servir ce livre? Ce livre peut servir à continuer le combat quelque part. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut rendre public, c'est que le mois prochain, on n'a plus 1 euro pour continuer ce travail nécessaire d'Observatoire des libertés associatives. Et donc, on peut peut-être commencer par, faire un appel de fonds. Voilà. Et après, peut-être que je me dis, la prise en compte aussi de cette question, je trouve que c'est vraiment, on n'arrivera pas bien à prendre en compte ça s'il n'y a pas la dimension internationale. Et donc, peut-être que Alexandrina peut nous aider à évoquer cette dimension-là. Et puis, évidemment, être au plus près du terrain, auprès de ce qu'on appelle les petites structures qui font des grandes choses, c'est peut-être la manière de finir avec toi, Raquel. Voilà. Donc, j'y vais. Ouais, voilà. Très bien. Bonsoir à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est principalement quand même discuter du livre, mais on va ouvrir quand même un certain nombre de perspectives. Commencer par dire que c'est un livre qui est très précieux et tellement actuel. On le verra, je crois, tout à l'heure avec Alternativa, qui n'est qu'un des cas parmi d'autres aujourd'hui de l'actualité de la répression associative, qui est très vive. Livre précieux parce qu'il n'a pas vraiment d'équivalent, je crois. Et donc, il y a un livre de salubrité publique. Moi, je vous encourage à le lire, et d'autant plus qu'il est très bien écrit, à la fois très accessible, et vraiment, ça se lit vraiment avec plaisir. Alors, ce que je voudrais faire, c'est peut-être discuter en trois points. Un, sur le constat, le tableau d'ensemble que tu dessines, en fait, et avec lequel je pense qu'on sera assez largement d'accord. Deux, revenir sur au fond, les vertus de la perspective historique, en fait, que tu dresses, et au fond, en quoi ça permet de faire réfléchir. Et puis trois, en venir, et tu ne l'as pas fait dans ta présentation orale là, sur le que faire, au fond. Et quand même, la mise en perspective, c'est principalement des propositions d'action, et je pense que c'est quand même des questions qui nous animent pas mal, et moi aussi. Et j'aimerais du coup profiter de cette occasion pour aussi ouvrir un dialogue qui, même si on a pas mal l'occasion de travailler ensemble dans le cadre de la coalition et de l'Observatoire des libertés associatives, en fait, un débat qu'on n'a pas forcément l'occasion de mener. Donc, ce sera un peu l'occasion pour moi de soulever des questions, j'ai envie de dire, politiques et stratégiques, qui sont, à mon sens, assez centrales pour le monde associatif et que tu sont posées dans ton livre. Alors, premier point sur le constat, qui est, je crois, assez largement partagé, j'imagine, par les gens dans cette salle, sur la remise en cause croissante des libertés associatives et de l'autonomie associative dans la France contemporaine. Je trouve que tu dresses un tableau hyper complet, en fait, hein, de cette question-là, à la fois par la perspective historique, je vais y revenir, et aussi parce que ce que tu fais très bien, je trouve, et tu as peut-être été un peu modeste dans ta présentation, c'est que tu lis très bien, me semble-t-il, la dimension politique et économique des contraintes à l'autonomie associative, en montrant, à mon avis, très finement, comment les conditions économiques et politiques de l'autonomie associative sont intimement mêlées à travers l'histoire, et combien, en particulier dans la période contemporaine, que tu nommes, en reprenant d'autres auteurs, mais le néolibéralisme autoritaire explique beaucoup des choses qui nous animent, et notamment cette restriction des libertés associatives dans la France contemporaine, qu'on pourrait voir comme un truc simplement qui viendrait de méchantes institutions, mais en fait, le mal est plus profond et s'inscrit dans un contexte économique et dans des conditions matérielles, et donc à une approche qu'on pourrait dire matérialiste, voire partiellement marxiste, au fond, de l'existence et des modalités d'existence du monde associatif, qui me semble tout à fait stimulant. Juste pour le dire en 2 mots sur ce constat, à mon avis, tu pointes, en tout cas, moi, c'est comme ça que je résume, 2 causes principales à la restriction de ces libertés associatives dans la France contemporaine. Alors là, je distingue, mais c'est très mêlé dans l'analyse que tu fais. Un, c'est la marchandisation croissante de l'action associative et la transformation des associations en prestataires de services. Donc ça, c'est un peu la raison d'être au départ de la création du CAC, et qui continue d'être une des lignes directrices et qui est très bien documentée dans le livre. Et puis le deuxième pan, c'est les attaques institutionnelles croissantes sur l'autonomie associative. Accélération croissante depuis 2001, tu dis dans le livre, puis 2015. Alors, je reviendrai dans un instant sur la temporalisation, en fait, de cette question-là, et accélération
encore plus aujourd'hui avec la loi séparatisme, que tu développes pas trop dans le livre parce que ça arrivait, je crois, chemin faisant alors que tu écrivais. C'est vraiment un peu les deux mamelles de la répression associative, marchandisation et répression institutionnelle, qui vont faire qu'on en est là où on en est aujourd'hui. On y viendra avec Alternativa. Alors, tu ne le développes pas dans le livre, et il y a peut-être, alors si peut-être pas tant une critique, mais tu aurais peut-être pu, mais ça aurait allongé la sauce, donner davantage d'exemples et de cas et évoquer peut-être les dissolutions récentes d'associations qui constituent quand même le stade suprême aujourd'hui de la répression associative et qui ne suscite pas peut-être l'indignation collective qu'elle mériterait. Moi, je pense que, et on s'était quand même fait la réflexion au moment de la dissolution du CCIF, au moment de la dissolution du CRI et de Baraka City, au moment des tentatives de dissolution contre des associations de défense de la cause palestinienne, d'associations antifascistes ou anticapitalistes. Alors, c'est pas n'importe qui qu'on attaque, c'est pas n'importe qui au final est finalement dissolu et qui n'est pas sauvé par le Conseil d'État. Je crois que c'est important de le relever quand même, que ce soit des associations qui luttent contre l'islamophobie, qui au final soient celles pour lesquelles les dissolutions vont jusqu'au bout. Toujours est-il que voilà, ce panorama global que tu dresses et qui s'est accentué au fond jusqu'à aujourd'hui est, me semble-t-il, tout à fait clairement exposé dans le livre, et c'est hyper utile au regard de l'acuité des enjeux qui sont sous nous. Deuxième point sur l'histoire. Alors, ce qui est hyper intéressant dans le livre, c'est quand même un bouquin d'histoire. Moi, j'ai appris quand même plein de trucs sur l'histoire des libertés associatives. Et un des enseignements que je retiens, enseignement pour l'action, c'est aussi que les libertés associatives ont été conquises plutôt que octroyées. Ce qui, d'une certaine façon, est, tu as fini là-dessus, un gage d'espérance, qui est de dire que malgré peut-être les temps sombres que l'on vit aujourd'hui, c'est peut-être par l'organisation collective et la résistance que demain, ces libertés pourront être de nouveau reconquises. Sur l'approche historique que tu déploies, moi j'ai quand même néanmoins peut-être deux questions. C'est deux questions, une frustration et une question. C'est peut-être frustration. Et je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire, de toute façon, et tu ouvres plein de portes via ton travail à la fois historique et contemporain. C'est ce qu'on ne voit pas énormément dans le livre, et du coup, c'est vraiment une question, c'est qu'en est-il de la répression associative tout au long de cette histoire? En fait, tu fais plus l'histoire des libertés associatives jusqu'à la période contemporaine, et puis quand tu arrives à la période contemporaine, tu reviens à la répression. Je caricature un petit peu quand même, mais au fond, une question très simple, c'est qu'en était-il de la répression, et y compris de la répression institutionnelle, des associations ouvrières à la fin du 19e et au début du 20e siècle, où il y a toutes ces conquêtes, la loi 1901 et d'autres, qui permettent d'asseoir ces libertés associatives. Et qu'est-ce que c'était, au fond, la répression associative à cette époque-là? Dans quelle mesure ce qu'on documente aujourd'hui, la typologie qu'on a construite et que tu cites très gentiment dans le livre, des différentes formes d'entrave à l'autonomie associative, existait-elle à l'époque? Je pense que oui. La disqualification, au fond, des militants, les attaques symboliques, la criminalisation de l'action associative, les attaques financières sur ces associations-là, etc. Bon, est-ce que ça existait? Quelle forme ça prenait? Et dans quelle mesure ça s'est transformé dans l'histoire? Je pense qu'il y a encore un continent en fait, entier à investiguer. Un mot là-dessus, en fait, et peut-être autre interrogation que moi j'ai, et qui demeure encore ouverte avoir fini le livre, moi j'ai travaillé un petit peu en fait sur l'histoire de l'associationnisme ouvrier, sur les coopératives ouvrières fin du 19e, début du 20e siècle dans le nord de la France, les coopératives de consommation et les maisons du peuple en fait qui se créaient à l'époque, donc en plein dans ce que tu racontes dans le deuxième chapitre. Je vais faire un tout petit peu plus long, je suis désolé. Et en fait, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a ce mouvement-là très autonome qui se crée, et à un moment, elles vont être absorbées par l'accès au pouvoir du communisme et du socialisme municipal. Oui. Et ce qui se passe, me semble-t-il, pendant tout le long du XXe siècle, c'est l'incorporation de cet associationnisme très vibrant de la fin du XIXe dans l'infrastructure du socialisme et du communisme municipal via des formes très clientélistes d'existence. Voilà, bon, ça, tu n'en parles pas énormément. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu passé, et j'aimerais bien t'entendre un peu là-dessus, au fond,
à une remise en cause de ce modèle-là dans les années 80-90, au fond, avec le déclin du communisme et du socialisme municipal et ces formes de clientélisme un peu associatif très établies ont plus ou moins, ont en partie disparu. Et il y a une transformation, au fond, de la régulation politique et des relations institutions-associations avec d'autres formes de tutelle, d'une certaine façon, qui sont moins politiques et clientélaires que financières par d'autres d'autres moyens, notamment via la délégation de services publics. Bref, c'est un peu moi des réflexions que j'ai aujourd'hui et j'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Je suis un peu long, mais donc j'en viens à mon troisième point sur le que faire. C'est une question quand même importante que je voulais ouvrir. Tu listes à la fin du livre 9 pistes de solutions, de réflexions. J'aimerais en fait en discuter une et puis en ouvrir une peut-être que tu ne déploies pas complètement. Une que je voudrais souligner, parce que moi je crois qu'elle est tout à fait centrale et tu l'évoques assez fortement dans le livre, c'est la question du financement. C'est au fond une des conditions de l'autonomisation associative ou de l'accroissement des libertés associatives, c'est l'autonomie financière, pas d'autonomie politique des associations sans autonomie financière. Et aujourd'hui, les conditions matérielles de l'exercice de l'autonomie matérielle de l'activité associative ne permettent pas ou difficilement cette autonomie. Donc là, tu évoques un certain nombre de propositions, fonds d'interpellation ou autres, mais j'aimerais bien que tu reviennes un peu là-dessus. Et j'aimerais bien t'emmener sur un autre terrain que tu n'abordes pas vraiment dans le livre. C'est au fond, et moi qui ai une question qui est ouverte, même si je pense l'avoir pour partir à deux, j'aimerais bien quand même qu'il y ait le débat. Au fond, c'est est-ce que, quand on considère que ces conditions matérielles, financières d'existence de l'activité associative sont si contraignantes, au fond, le déclin de la subvention et les modalités d'octroi des subventions qui contraignent et qui dépolitisent le monde associatif, comme tu le montres bien dans le livre, est-ce qu'au fond, ça ne repose pas la question de la professionnalisation et du financement du monde associatif? Est-ce qu'il faut des associations ou est-ce qu'au regard de ces conditions institutionnelles très défavorables, il ne faut pas aller vers des collectifs citoyens plus informels, non financés? Moi, j'aurais envie de t'entendre un peu là-dessus, parce que tu défends l'associationnisme, mais défendre l'associationnisme, c'est aussi défendre la professionnalisation, défendre le financement, et c'est un choix stratégique important, mais il faut avoir le débat, en fait. Parce qu'en fait, dans tout un tas de milieux de gauche, au fond, ils disent, les gars, si vous voulez être autonome, arrêtez de demander des subs et arrêtez de pleurnicher, au fond. Et moi, je suis plutôt, je pense, dans ton camp, et moi je défends aussi, et je pense qu'il est au regard des enjeux qui sont ceux auxquels on veut s'attaquer, et que tu rappelles bien dans le livre, utile d'avoir de l'argent et qu'au regard de l'ampleur des enjeux, il faut des moyens, sinon la guerre est perdue, mais en même temps, la question elle est complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les victoires associatives, elles sont rares, et certaines des plus grandes victoires du mouvement social ces dernières années, on pense à la ZAD par exemple, elles ont plutôt été obtenues par des collectifs qui n'étaient pas professionnalisés, financés, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que tu en es de ta réflexion là-dessus? Moi, personnellement, c'est notamment au regard des travaux que j'ai menés aux États-Unis, en fait, sur des associations de community organizing très professionnalisées, très financées, et qui parviennent à obtenir des victoires relativement considérables et sans commune mesure avec ce que parviennent, à mon sens, à obtenir le mouvement associatif aujourd'hui en France, que je me dis que la professionnalisation vaut le coup, en fait, d'être menée, parce que ça permet d'obtenir des victoires. Mais c'est une question, à mon avis, qui mérite d'être posée. Et aux États-Unis, pourquoi ça marche? C'est parce que l'autonomie politique de ces organisations communautaires, elle est rendue possible par les fondations et par l'existence d'un substrat de fondation extrêmement radical qui permettent au fond l'existence même de mouvements anticapitalistes professionnalisés, pour le dire comme ça, ce qui est tout à fait inenvisageable en France. Bref, il y a des questions stratégiques qui se dégagent de ton livre et que tu ne traites pas complètement, me semble-t-il, et j'avais envie de t'entendre un peu là-dessus. Dernier mot, je suis trop long. Sur les pistes un peu de solutions, sur le que faire que tu dégages, en fait, tu es beaucoup sur des solutions, et ce qui est entendable, sur que peut faire le monde associatif. Mais moi, ce que je me demande aussi au regard du contexte très défavorable qui est le nôtre, c'est est-ce que la bataille, elle ne se mène pas ailleurs? Et est-ce que au fond, si on veut faire bouger les lignes, en fait, la lutte, elle doit se mener aussi, au moins, dans le champ politique. Et est-ce que si on considère qu'il faut transformer les règles qui lie associations et institutions, est-ce que la balle est essentiellement dans le camp des assos? Pour partie, certainement, mais est-ce qu'on peut se permettre alors je pense que la réponse, elle n'est pas binaire, mais c'est comment on imagine une articulation entre champ politique et, pour le dire clairement, parti politique et monde associatif
qui permettent de faire bouger les lignes. Voilà, il y a des réflexions de ce point de vue-là aujourd'hui. Podemos dit un pied dans l'institution, 1000 dehors. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'ils ont fait, ni que l'expérience soit parfaitement concluante. Aux États-Unis, ils ont des expérimentations qui sont intéressantes de ce point de vue-là, mais je pense qu'il faut que le monde associatif se pose peut-être davantage stratégiquement cette question-là de comment on construit des alliances, quelle forme organisationnelle on peut imaginer pour peser davantage. Pour le dire simplement, juste dire on fait du plaidoyer, stratégiquement, me semble trop pauvre et manifestement insuffisant pour promouvoir l'agenda qui est le nôtre. Voilà, je répète. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être on fait le tour et puis après on essaie de faire des premières réponses et on peut m'en couper. Tu veux prendre la suite, Alexandre? Alors, tout d'abord, c'était un grand plaisir de lire le livre. Je suis d'accord avec Julien que c'est très bien écrit. C'est très condensé, mais c'est très accessible. Et pareil, j'ai énormément appris, surtout que je suis une espèce de gringo. Je suis, à la base, je suis roumaine. Je travaille en France depuis une quinzaine d'années dans un réseau associatif européen. Et donc, je travaille en anglais. Et surtout, je me déplace beaucoup à Bruxelles ou dans les pays européens. C'est un vrai plaisir d'apprendre un peu plus sur l'histoire de l'associationnisme, l'association. Je vais pas je le dis mieux en italien. Et tu as aussi un vrai talent littéraire, en fait. Donc, c'était vraiment un plaisir. Je vais revenir sur quelques points, mais je pense qu'il est très important de montrer, et tu l'as très bien fait dans le livre, la trajectoire non linéaire de la démocratie et donc de l'état de nos libertés. Et comprendre cet aspect, je pense ça peut nous aider à regarder autrement et à placer autrement dans le temps nos actions de tous les jours, parce qu'on est souvent frustré par le fait qu'on attend des résultats immédiats, et c'est une vraie frustration, parce que comme tu le montres dans le livre et tu viens de le dire, effectivement, si on regarde les victoires, on peut en trouver quelques-unes, et nous, on s'efforce au sein de mon organisation justement de montrer qu'il y a des victoires dans le monde associatif et qu'il est très important de les faire connaître, parce que non seulement ça peut mobiliser et redonner espoir dans le travail collectif, mais également ça peut justement situer dans le temps l'importance historique de différents mouvements. Justement, j'étais à Florence la semaine dernière, en fait le week-end dernier. On célébrait 20 ans depuis le premier forum social européen à Florence, qui a eu lieu en 2002. C'était un contexte particulier où, en 2001, comme vous savez sûrement, il y a eu en Italie une mobilisation très forte contre le G8, mais aussi une répression policière énorme avec la mort d'un militant, plusieurs centaines, 500 blessés, etc. C'était vraiment une répression énorme qui a éveillé le mouvement associatif et militant et qui a conduit à la création du premier forum social européen qui s'est tenu à Florence en 2002 et qui a permis aussi, un an après, en 2003, vous vous souvenez, la mobilisation pour la paix contre la guerre en Irak, qui était globalement à l'échelle de la planète la plus grande mobilisation de tous les temps du mouvement associatif et militant. Donc, c'était pour dire qu'il est très, très important de mettre en perspective l'action des associations sur le temps long et qu'il est très important aussi de documenter et de préfiguration, de faire une sorte d'histoire des luttes. Et je pense qu'il y a une certaine déperdition avec les nouvelles générations à la fois d'associations mais aussi de mouvements. Si on peut trouver des filiations, et certainement on en trouve, il y a aussi une certaine déperdition dans la revendication de lutte commune. Et donc je pense qu'il est vraiment très important de reconstituer ces lieux de convergence et d'agrégation de différentes expressions aussi de la militance, parce que tu parles beaucoup du monde associatif, c'est-à-dire des associations et des ONG. Tu évoques aussi les formes moins organisées des mouvements spontanés de citoyens. Et de nos jours aussi,
on remarque une certaine érosion du modèle classique ou traditionnel, ou en tout cas dans la perception du public et parfois même des acteurs associatifs eux-mêmes, en faveur d'une préférence, on va dire, pour les mouvements spontanés. Et là aussi, je pense qu'il faut regarder ces phénomènes avec beaucoup de précaution, parce que si, effectivement, peut-être que les dernières années, il y a eu des victoires qui ont été obtenues plutôt dans la rue ou plutôt dans les ZAD, je pense que ce type de victoire n'aurait pas pu avoir lieu si tout au long d'un temps long historique, il n'y avait pas eu le travail du tissu associatif organisé qui mobilise les citoyens sur le long terme. Maintenant, revenir sur quelques... je m'approche dangereusement de la fin, non? Parce que je n'avais même pas commencé en fait. C'était une parenthèse. Je pense, au niveau européen, avec la création de l'Observatoire de l'espace civique, on l'appelle Civic Space Watch, on est en train, non pas de faire une comparaison entre l'état de liberté dans différents pays, puisque c'est assez compliqué en raison aussi de la diversité des modèles associatifs, mais en tout cas, on essaie de documenter ce phénomène que tu as très bien situé aussi dans le temps avec la dernière vague du néolibéralisme autoritaire. Ça a commencé aussi un peu au niveau européen. En tout cas, il y a eu un point d'orgue en 2017 où tout d'un coup, il y a eu un réveil concernant des actions qui se passaient en Hongrie avec une loi Lex ONG qui a été adoptée pour stigmatiser les acteurs associatifs comme étant des acteurs qui sont des agents étrangers puisqu'ils perçoivent des subventions privées ou des institutions internationales et européennes et qui travailleraient contre les intérêts nationaux, en l'occurrence, qui se portaient en contre-pouvoir vis-à-vis de l'action du gouvernement autoritaire installé déjà depuis 2010 en Hongrie, le gouvernement Orbán. Et en tout cas, au sein du mouvement associatif au niveau européen, c'était à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un réveil. Nous avons créé l'année d'après, en 2018, l'Observatoire de l'espace civique et nous avons commencé à documenter. Je dois dire, je suis d'accord qu'il y a vraiment besoin de réveiller les petites grenouilles, mais je pense que c'est déjà en cours. Si en 2017 et en 2018, aux premières heures de notre observatoire, on appelait un peu, nous bénéficions d'un vaste réseau, j'ai oublié de le dire, le Forum civique européen est composé de plus d'une centaine d'associations à travers l'Europe. Et en plus de ça, on est connecté à beaucoup d'organisations informelles et de mouvements sociaux et citoyens avec qui on travaille justement pour documenter le rétrécissement des libertés de s'associer, mais de la liberté de manifester, etc. Si au tout début, il était très compliqué de démontrer aux associations que même au sein de leur pays, qui parfois s'estimaient des pays avec une liberté d'association assez décente, c'était très compliqué de leur faire comprendre qu'une dégradation qui se passe dans un pays où une catégorie d'associations et de droits qui est attaquée attaque en fait les associations et les droits dans leur universalité. Et donc c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur. Et maintenant, je peux dire qu'au niveau européen, il y a quand même, on observe une prise de conscience, puisque la question des libertés associatives est vraiment dans le d'associations et de réseaux thématiques. Et il y a aussi une prise de conscience au niveau des institutions européennes, bon, qui sont assez limitées à la fois dans leur compréhension de qu'est-ce que sont les associations dans leur rôle social, sociétal et démocratique, mais elles sont limitées aussi de par la capacité et la compétence même de l'Union européenne les libertés d'association. Et il est souvent difficile pour la Commission européenne ou le Parlement d'intervenir dans les pays. Nous avons essayé, et vous évoquez le cas de la loi dite le respect, confortant le respect des principes républicains. Nous avons largement mobilisé au niveau européen à la fois les acteurs associatifs, mais notamment les institutions européennes. On a eu du succès dans la prise de conscience et moins de succès dans les actions concrètes que l'Union peut mener, tout simplement en raison du fait qu'on était quelque part en attente d'effets concrets de cette loi. Et maintenant, on est en train, et
vous êtes en train d'ailleurs de documenter, nous sommes très preneurs de toute preuve de l'impact de cette loi sur la liberté de s'associer en France, mais je veux attirer votre attention aussi sur un grand danger qui est que cette loi, elle commence à essaimer en Europe dans la mesure où il y a tout juste un mois, le Parlement européen vient d'adopter un rapport sur le budget de l'Union européenne pour 2023, où les députés français de Renew, de Renaissance, ont réussi à faire adopter par une majorité au Parlement européen, donc ces amendements sont passés dans le rapport du Parlement, 2 amendements qui disent d'un côté que la Commission européenne subventionne à travers ses programmes de financement des actions et des campagnes qui soutiennent ou qui promeuvent le djihad et tout un tas d'associations et d'organisations radicales et islamistes. Ça, c'était un amendement qui est passé. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le rapport. C'est très, 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 très préoccupant. Et deuxième amendement qui demande ni plus ni moins à la Commission européenne d'instaurer une sorte on appelle de contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire la signature d'une sorte de charte des valeurs européennes à toute organisation qui prétend un financement européen. Donc voilà, nous en sommes là. Je pense qu'il est très important justement de faire circuler la connaissance et d'attirer l'attention du monde associatif, mais on ne peut pas se limiter au monde associatif. Je pense qu'il est très, très important d'aller au niveau européen, au niveau international. D'ailleurs, on a plus d'alliés au sein des organismes internationaux comme le Conseil de l'Europe ou les Nations Unies. Mais en tout cas, nous, on ne baisse pas les bras et peut-être, je voulais terminer par le fait que rebondir sur quelques préconisations que tu cites dans tes propositions. Je ne vais pas revenir sur chacune, mais je pense que la première, c'est-à-dire qu'il faut que le mouvement associatif s'associe. Il faut absolument construire des alliances transsectorielles. On voit aussi que le contexte dans lequel le rétrécissement de l'espace civique se passe, au-delà du contexte que tu décris, c'est-à-dire la précarisation et la dégradation générale, la condition de vie et puis de la démocratie, mais au-delà de ça, il y a aussi une fragmentation même de l'action associative, soit une fragmentation thématique, une fragmentation géographique, etc. Donc là, je pense qu'il est temps de reconstruire des alliances. C'est la vocation de mon organisation. Ces alliances, elles se construisent de plus en plus avec l'aide de fonds privés, puisque effectivement, les subventions publiques nationales ou européennes, elles sont toujours quand même orientées sur la définition de projets bien spécifiques. Je pense qu'il est très important d'inclure dans des conversations comme celle d'aujourd'hui des donateurs qui sont en train de voir non seulement Civitatis, mais il y a plein d'autres sources de financement, notamment des fondations allemandes qui sont très préoccupées par le phénomène, mais qui ont une compréhension du sujet très limitée. J'ai mentionné la mémoire des luttes, donc je pense que c'est très important de mettre ça en perspective. Pareil, je pense qu'il est aussi très important de regarder dans notre propre organisation interne, de regarder nos propres théories du changement. Je peux dire que, bon, au niveau européen, il y a une énorme diversité d'un pays à l'autre. Je ne vais pas me risquer dans des comparaisons, mais par exemple, j'ai une fierté toute particulière au sein de notre réseau Forum civique européen. Je ne vais pas me priver de vous la partager. Il était assez complexe de mettre en commun des associations venant des pays avec une forte tradition associative et militante comme la France ou les grands pays occidentaux, avec les pays de l'Europe de l'Est, qui aussi ont l'espace, qui non seulement la notion de bénévolat et d'engagement associatif au tout début, tout de suite après la chute du rideau de fer et je ne vais pas employer le terme communisme, de la dictature
Voilà, ces termes-là, dans la population générale, c'était des termes à bannir. Donc, le modèle associatif s'est construit, il faut l'admettre, surtout sur des fonds privés et sur des agendas que les donateurs privés et les fondations, notamment américaines, puisque l'Europe a été absente pendant très longtemps, en mode éducation aux droits de l'homme, éducation à la démocratie, très bien. Mais ces organisations-là, avec le peu de moyens qu'elles avaient, elles touchaient aussi un public assez limité. Donc, elles n'ont pas réussi dans le temps à construire vraiment une emprise dans les populations, ce qui fait que dès lors qu'il y a un basculement avec la montée de l'illibéralisme politique, ces associations-là ont pu être très bien, non pas rasées de la carte parce que ce n'est pas le cas, mais dénigrées par les gouvernements, puisque la population elle-même, bon, voilà, j'arrive au terme, la population, elles sont, on va dire, elles sont pas très ancrées en termes de militance dans la société elle-même. Donc voilà, je pense qu'à travers la mise en réseau de ces acteurs associatifs, on a pu comprendre aussi l'importance de créer des attaches dans la société. Et également l'importance, tu as mentionné, du lien avec le politique. La question être ou ne pas être politique dans le sens non seulement d'avoir une action revendicative qui, encore une fois, pour les associations à l'Europe de l'Est, c'était presque un bannissement. L'apolitisme ou être apolitique, c'est-à-dire ne pas même interagir avec la sphère privée en mode plaidoyer, était pendant des années une vertu. Aussi parce que le politique était considéré comme quelque chose de sale, corrompu, etc., etc. Mais au-delà de cette question d'être politique dans les revendications, c'est une vraie question de passer ou de créer une certaine porosité qu'on a perdue, qui existait dans les années 30, 40 et même peut-être jusque dans les années 80 entre les milieux militants et associatifs et les milieux politiques. Et justement, comme maintenant, actuellement, on manque désespérément d'une représentation forte des revendications que portent les associations dans la sphère politique, peut-être que les associations devraient réfléchir. En tout cas, ça se passe déjà à l'échelle locale, d'un passage de la militance associative à la militance un peu politique, création de listes citoyennes pour des élections locales, création carrément des plateformes civiques qui deviennent des plateformes politiques pour la prise de pouvoir. Bon, pour le moment, au niveau local, ça se passe non pas seulement à Barcelone, beaucoup dans les pays de l'Est, en Croatie, en Serbie, en Pologne, etc., etc. Donc, c'est une vraie question aussi pour le monde associatif, à un moment, de se poser la question si on veut amener un changement aussi de la classe politique. Peut-être qu'il faut faire, non pas des allers-retours, mais se poser au moins la question. Donc, voilà, je m'arrête ici et puis... c'est la conversation continue. Merci beaucoup. Voilà. C'est le micro. Ça va? On va passer le micro à côté de Raquel. Bon, donc, bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc moi, peut-être pour réagir en tant qu'association vraiment terrain et donner peut-être une vision concrète un point de vue de comment ça se passe concrètement du coup pour une association, pour un collectif du coup citoyen de nos jours. Déjà, le livre, merci beaucoup parce qu'il est en effet très intéressant et en effet très accessible. Juste pour dire, même pour moi, j'ai appris énormément de choses. Enfin, moi non plus, je ne suis pas française. J'habite en France depuis un moment et je suis engagée du coup auprès du collectif Alternativa Action non violente au COP21 depuis 2015. Mais disons que il y avait beaucoup d'informations que je n'avais pas. Donc, pour revenir sur du coup sur plusieurs points qui ont été évoqués soit dans la présentation, soit par vos interventions. En effet, il y a eu beaucoup de choses qui résonnent et moi, ce livre, en vrai, il m'a donné beaucoup d'espoir. En vrai, oui. Et du coup, j'ai rebondi sur l'importance d'écrire, de connaître l'histoire, comme tu évoques, de la mise en perspective des choses et de l'importance de comprendre que l'histoire, que ce soit de la démocratie, que ce soit des libertés, elle est non linéaire. Et du coup, parce que ça aide à justement à ne pas céder au désespoir, à ne pas céder à l'impatience.
et à se rendre compte que c'est pas parce que là aujourd'hui on traverse une époque difficile que ce sera toujours comme ça qu'il faut baisser les bras et que tout est perdu. Donc peut-être pour commencer sur le côté du coup de la répression qui s'intensifie depuis quelques années. En effet, nous, mais dans le mouvement climat, justice sociale en général, on le remarque bien, du coup, depuis les dernières années. Donc, peut-être pour mettre un peu le contexte, du coup, Alternativa Action non violente pour 21, c'est un mouvement qui est né, du coup, en 2013. L'action de la désobéissance, la branche, pardon, de la désobéissance civile, donc Action non violente pour 21, elle est née en 2016 suite à la COP21 et l'accord de Paris. Mais et du coup, nous, justement, on travaille sur, disons, ce qu'on appelle nos deux jambes. Donc, c'est la jambe de l'alternative, donc du coup, de la construction de la société de demain. Et ensuite, la jambe de la désobéissance civile, c'est vraiment la jambe de la résistance et d'opposition, du coup, aux projets climaticides et qui vont à l'encontre, du coup, du modèle de justice sociale que nous souhaitons. Donc, on a quand même des objectifs assez ambitieux. Il faut rappeler que le projet Alternativa, il est né suite du coup, à la COP de Copenhague qui avait été du coup une catastrophe qui avait mis le moral dans les chaussettes de tout le monde. Du coup, déjà à l'époque, les questions de climat, etc., étaient absolument pas d'actualité. Et du coup, les peu de militants, militantes qui, proportionnellement peu, je parle bien entendu, qui se mobilisaient sur la question, étaient complètement désespérés du résultat, etc. Donc, ça vient du constat que si, en effet, on est tout le temps dans l'attente et dans la demande face aux décideurs, en fait, forcément, on sera déçu. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut nous-mêmes agir, nous-mêmes impulser les changements de société que l'on veut, qui sont souhaitables. Et surtout, il faut apprendre aux gens presque, il faut que les gens soient conscients qu'ils ont un vrai pouvoir d'agir. Parce que j'ai l'impression que c'est là où ça coince régulièrement à plusieurs niveaux de l'histoire. Et ça, dans les livres, c'est également mentionné le fait que même à des moments dans l'histoire où les associations étaient carrément interdites, en fait, elles continuent d'exister, tout simplement. Par nécessité et du coup, cela prouve leur importance, mais cela prouve aussi également leur poids dans la société. Le fait qu'on parle qu'à un moment donné, oui, elles sont interdites en évoquant qu'il ne faut pas créer des corps intermédiaires entre la société et l'État, etc. Mais que la vraie raison, ce qui est surtout très intéressant de les interdire, c'est interdire du coup, des structures qui peuvent posséder un vrai rapport de force et du coup, qui peuvent aller contre certains intérêts, les intérêts libéraux, etc. Donc ça résonne énormément en nous et disons que pour le côté, peut-être pour en venir au côté de la répression, donc on voit bien actuellement dans l'évolution du coup de notre mouvement que les dernières années, en effet, la répression, elle s'intensifie, mais je ne parle pas uniquement pour Alternativa Anvec 21. Déjà pour le mouvement climat en général et les mouvements sociaux, on voit bien que la répression, elle prend différentes formes et elle se saisit de certains outils. Bon, là, on parle du contrat d'engagement républicain pour les cas de Poitiers, où il y a du coup le préfet de la Vienne, mais il faut le rappeler, c'est pas n'importe qui, le préfet de la Vienne, c'est l'ancien directeur de la campagne d'Emmanuel Macron, qui était aussi membre de la direction du Parti En Marche en 2017 et du coup qui a considéré qu'un village des alternatives, donc un événement où on a de caractère familial, où on abordait des thématiques comme se nourrir, se loger, se soigner et aussi résister, seulement parce qu'il contenait une formation à la désobéissance civile dans le cadre de la non-violence, c'est-à-dire il apprenait comment désobéir de manière du coup non violente, comment réagir à la répression de manière non violente. Il a considéré que du coup il est contraire aux principes républicains et qu'en effet il méritait de retirer les subventions que ces villages-là il avait obtenues. En fait, on voit bien que nous, par exemple, en tant que mouvement, on ne se définit pas comme des anti-systèmes.
la Cour européenne des droits de l'homme ne définit pas la désobéissance civile comme quelque chose d'antisystème. Il a été répété à plusieurs reprises que dans les cadres des sujets d'intérêt général, il constitue un des aspects les plus importants du droit de la liberté d'expression pour la désobéissance civile, entre autres. Mais il faut rappeler que le monde associatif à Alternativa Action non violente COP21, on ne fait pas que de la désobéissance civile. Pour nous, la désobéissance civile s'agit d'un outil auquel on fait recours, on a recours une fois qu'on considère que les autres voies sont épuisées. Donc, que ce soit les dialogues, les plaidoyers, les négociations, etc. Donc, on voit bien que, en fait, là, la tendance, c'est que tout mouvement associatif, tout mouvement citoyen, toute mobilisation citoyenne qui semble critique, disons, du pouvoir est traité automatiquement comme un ennemi. Et du coup, en fait, on se défie de lois comme ça qui sont, disons, floues dans la définition des concepts qu'elles contiennent et qui sont abusives comme un outil de répression et non pas de protection des principes républicains. Donc, ça d'un côté, en effet, on parle de cette fois-là, mais on peut parler du préfet allemand qui interdit la journée sans voiture à Paris en 2021, qui n'a rien à voir avec la désobéissance civile, par exemple. On parle du coup d'amendes systématiques pendant la période Covid. On parle, par exemple, des gardes à vue. Des gardes à vue prolongées, de plus de 12 heures pour des actions des désobéissances civiles non violentes qui ne comportent pas, même pas des dégradations matérielles, par exemple. Et j'en oublie sûrement, mais nous, on avait en 2019, lors de la campagne de décrochage des portraits présidentiels dans les mairies, on a eu presque 90 personnes qui sont passées en procès. On a eu plus de 126 personnes qui ont fait des gardes à vue, pareil, parfois des gardes à vue de plus de 30 heures. Et en fait, et tout ça, c'est quoi? C'est disons, tout un arsenal d'outils qui cherchent à décourager, qui cherchent à dissuader. Et on le voit clairement, en fait, de manière très concrète, savoir qu'on passe un procès, ça a un coût psychologique, ça a un coût sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle. Le fait de recevoir des amendes, des amendes, j'ai parlé du Covid, mais on pourrait aussi parler du coup, des amendes qu'on a reçues en octobre du coup 2020 quand il y a eu une action à l'aéroport du coup de Roissy, où il y a eu, mais pareil, pacifique, d'occupation des pistes, où il y a eu en total cumulé, je pense que c'était 80 000 € d'amende en tout. Quand on reçoit, et c'est des amendes qui étaient directement majorées quand les activistes le recevaient, ça concerne clairement un problème qui peut être économique assez important, qui peut être pour la personne. Ça, pareil, un coût psychologique, etc. Donc tout ça, ça cherche à créer une espèce d'érosion dans le moral des gens, dissuader les néo-militants, les personnes les moins aguerries, parce que bon, pareil, je ne donne pas les détails sur la garde à vue, mais une garde à vue n'est pas du tout reposant. Ça a aussi un impact psychologique fort sur la personne qui l'a subi. Et donc, on voit que, oui, de nos jours, on constate une accélération, surtout, de toute forme de critique. Alors, nous, on ne demande pas au gouvernement d'être d'accord sur le fond de ce que nous portons, mais par contre, on demande du coup d'écouter. Et il faut se dire aussi que les associations, nous, on se base notamment sur les rapports des GIEC. Donc, on se base sur ce que les scientifiques disent, qu'il faut faire. On demande aux décideurs de prendre leurs responsabilités, aux décideurs et à tous les acteurs du coup qui sont dans les jeux, de prendre leurs responsabilités par rapport à ce que les scientifiques préconisent. Donc, ce n'est pas nous les antisystèmes. On a un gouvernement qui a été condamné 2 fois pour une action climatique. Donc, quand on parle d'engagement républicain, etc., on voit bien que le monde, les collectifs citoyens, que ce soit dans des associations plus classiques ou du coup de nouvelles formes de collectifs, en gros, il ne s'agit pas juste de personnes qui veulent tout casser, qui veulent le chaos, etc. Il s'agit justement des citoyennes et des citoyens qui ont une croyance dans le système et qui ont une croyance dans ce qui est juste.
Et du coup, qui s'emparent justement de leur pouvoir en tant que citoyennes et que citoyens et qui s'emparent d'un pouvoir pour construire eux-mêmes la politique, pour construire eux-mêmes la société de demain. Et c'est là ce qui est très intéressant du coup dans le livre et que nous partageons. Et qui, moi, m'a donné personnellement beaucoup d'espoir, c'est justement l'essence du fait de s'associer, enfin, que ce soit sur une association classique déclarée, que ce soit sur le fait d'agir en collectif. Et c'est ça ce qui donne de l'espoir, c'est que de toute manière, on en a besoin. Et de toute manière, on voit que quand on subit de la dépression, ça veut dire que quelque part, on se sent mal. C'est que quelque part, on nous reconnaît une forme de pouvoir, de pouvoir d'agir, de pouvoir créer un rapport de force avec du coup les décideurs, le gouvernement, etc. Et une capacité à transformer la société et à construire par nous-mêmes la société de demain. J'ai l'impression que c'est un peu la clé de ce qu'il faut retenir. Quand on parlait justement de s'associer entre assos, de s'associer entre collectifs, moi je trouve que c'est clé. Oui, c'est essentiel. Mais j'ai l'impression que de toute manière, il faut se le répéter, mais de toute manière, c'est ce qu'on fera parce que c'est ce qu'on fait. Et il faut, pareil, se rappeler de l'histoire, il faut se rappeler des victoires qu'on a obtenues. Enfin, il faut aussi rappeler que les plus grandes avancées qu'on obtient, on ne les obtient pas en votant tous les 5 ans. Enfin, c'est des victoires qui ont été obtenues parce qu'ils ont été poussés par la société. En fait. Nous, par exemple, on se base énormément sur le travail de Martin Luther King, le travail de Gandhi, etc. Quand on pense à leur lutte, en fait, il faut dire qu'à ce moment-là, c'est des luttes qui paraissaient impossibles à gagner. Enfin, c'était utopique. Mais on peut parler de plein d'acquis. C'est la grève avant qu'on ait le droit de faire grève. C'est l'avortement avant qu'on ait le droit d'avorter légalement. On parle de tout ça et ça, c'est pas des choses qu'on obtient juste en glissant un bulletin dans une urne. Du coup, quand on parlait qu'on parle de la mise en perspective et du coup, attends, non, c'est pas moi. Non, okay. D'accord. Donc, quand on parle du coup, j'ai un peu perdu le fil, quoi, mais quand on parle de l'essence même des associations, pardon, et du coup, je vais conclure comme ça. Il faut se rappeler de la force qu'on a. Et peut-être pour donner un peu justement la perspective de terrain de manière très concrète, les associations, oui, en effet, on agit, mais pourquoi on agit? Parce qu'il s'agit des espaces non seulement de contestation, mais aussi de solidarité, de soutien, d'entraide, où en fait, en gros, ça canalise nos colères, ça évite que les personnes, c'est ça ce qui fait qu'on a le pouvoir, c'est ce qui fait qu'on peut faire bouger les choses, c'est que là où on serait tout seul à désespérer, à se résigner, en fait, quand on le fait ensemble, en collectif, on se rend compte que, en gros, on est une vraie force, on a un vrai poids et un vrai pouvoir. Donc, ce serait un peu ça ma conclusion, du la fin de cette prise de parole, voilà, provisoire, quoi. C'est que pour moi, ces livres-là, quand on en parlera, mais je trouve qu'il est très nécessaire. Et pour dire à quoi il sert ces livres-là, justement, moi j'ai l'impression qu'il nous donne un peu, il nous permet d'être un peu conscientes et conscients du coup de notre pouvoir. C'est une belle conclusion provisoire. Peut-être Jean-Baptiste, je complète par quelques remarques faites par il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en ligne, donc on a affiché ici, mais c'est difficile. Peut-être rapproche-toi. Donc quelques remarques des personnes qui nous suivent en ligne. Il y a 37 personnes actuellement. Bon, à part, il y a notre ami Luc de l'Armina qui nous fait une remarque sur les acquis de la commune en 44 jours, très court dans cette période-là. Mais bon, je ne le détaille pas, vous verrez. Des questions, des interventions. Un constat qui est clairement partagé, et faire le lien entre ce mot, le mot de pédagogie, je crois que c'est toi qui abordais, accessible sur l'histoire de l'associationnisme, d'une part. D'autre part, là, tu viens juste de l'aborder, la faible valorisation et connaissance de tout ce que l'on doit aux associations. Donc ça, c'est une remarque que l'on a.
On demandait, je pense que ça s'adresse à toi, quelles fondations internationales soutiennent ce type d'initiative à forte dimension politique? Nous, on n'en trouve pas, il n'y a pas très peu, hein, mais on ne connaît pas tout loin de là. Et puis, on parle du soutien des associations par des financements privés, que tu as évoqué également, notamment. Ça soulève des interrogations sur la répression possible des libertés associatives par les financeurs privés. Se pose donc la question de la capacité des associations à travailler et sécuriser leur indépendance par rapport à leurs financeurs, qu'ils soient publics ou privés. Et je me demande si on travaille, si on a des pistes de travail pour sécuriser ces financements et si le livre l'apporte. Et puis, dernière remarque, on nous parle de anticipe-t-on, travaille-t-on, anticipe-t-on sur une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir? Voilà. Qu'est-ce qu'un régime d'extrême droite en 2024? Quelles conséquences ça aurait pour les libertés associatives? Est-ce qu'on y réfléchit? Et voilà, donc c'est également une réflexion qui nous dit qu'en fait, le travail des associations, voilà, ce que font les associations dans l'ensemble, et aussi toutes les éruptions, ce que font des organisations qui ne sont pas forcément considérées en association, je trouve que c'est complètement complémentaire, que ça s'alimente mutuellement et que c'est complémentaire. Voilà donc les quelques remarques qu'on a eues en ligne. Merci beaucoup, Gilles, parce que ça enrichit encore les trois interventions qui étaient déjà richissimes. En fait, moi, je me disais que pour rebondir, et peut-être pour essayer de faire le lien entre plusieurs choses qui ont été évoquées, on peut peut-être aborder une thématique qui apparaît évidemment nécessaire dans tous les cas de figure, y compris évidemment dans la perspective de l'arrivée de l'extrême droite, qui est la thématique des alliances, qui est juste esquissée à la fin du livre sur les perspectives, et puis essayer de voir un peu quelle typologie d'alliance on peut identifier, quoi. D'abord, il y a une typologie d'alliance qui est un peu particulière. Je suis très content, Julien, que tu puisses être là, et je trouve que le travail qu'on a fait avec l'Observatoire des libertés associatives est une illustration de l'importance de ce boulot acteur-chercheur. Le travail qu'on avait fait avec Laurent Fraisse auparavant sur la co-construction, etc., est extrêmement précieux. C'est finalement de faire reconnaître aussi le fait associatif comme un fait légitime pour le travail scientifique. Voilà. Et je dis ça parce que les choses progressent dans le bon sens, j'ai l'impression. Et j'en veux pour démonstration que quand Jean-Louis Laville était venu, donc ce fameux 11 juillet 2017, expliquer sa vision de l'histoire de l'action associative, le titre de son intervention, c'était « Comment ça se fait que les associations ont autant contribué à la société, à notre société, à la construction de notre société démocratique, y contribuent encore autant et que ça se voit aussi peu ». Et il pointait l'absence de travail universitaire, académique, de recherche sur ce sujet-là. Et c'est vrai que, par exemple, quand on voit qu'il faut attendre 2016 pour que l'INSEE fasse un travail sur l'action associative, enfin, c'est quand même sidérant, quoi. Et donc, les choses évoluent à la faveur de ces travaux qu'on mène et qu'on est maintenant de plus en plus nombreux à mener, qui sont en plus relayés par un nouvel acteur qui est l'IFMA, l'Institut français du monde associatif, qui précisément a comme vocation de développer la connaissance et la reconnaissance du fait associatif. Et donc, je pense que là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est la première typologie d'alliance. Et c'est une alliance aussi, alors j'en profite pour dire que c'est une alliance qu'on a concrétisée avec ce type de bouquin, Quel monde associatif demain. C'est 24 auteurs et c'est à la fois des universitaires et des acteurs. Voilà. D'ailleurs, le livre, là, Une histoire des libertés associatives, pour moi, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle. Et là, on a d'autres pièces. On a celui-là, on a les actes de notre université d'été qui s'appelle Quel monde associatif, entre parenthèses, voulons-nous demain. On a une série de travaux de la coalition. On a évidemment le livre de Michel Rio-Sarcé. On a maintenant le rapport que Alexandrina nous a donné tout à l'heure. Enfin, voilà, il faut voir comment est-ce que tout ça crée un assemblage qui peut permettre d'y voir un peu plus clair, quoi. Deuxième type d'alliance, c'est avec le personnel politique, on va dire. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de personnel politique, mais je voudrais d'abord m'arrêter sur le niveau local. Parce qu'effectivement, je pense que le courant municipaliste est extrêmement précieux dans son développement pour faire ce qu'on disait là
à la fin de ce livre-là, la conclusion s'appelle « Vers un associationnisme du XXIe siècle ». Et c'est une question centrale. Comment est-ce qu'on veut définir l'associationnisme du XXIe siècle? Pour moi, quelque part, une branche, ou en tout cas une composante connexe d'un associationnisme au sens très très large, c'est le municipalisme. Mais pas que. Pour répondre aussi plus directement à une de tes questions, Julien, je pense que les collectifs informels qui finalement renouent avec aussi l'ADN des associations illégales du début du 19e siècle, font partie de cet associationnisme. Mais je pense qu'il faut articuler ça avec une réflexion qui inclut une dimension statutaire et institutionnelle. Et même si je me méfie extrêmement de ce mot, je vais l'utiliser, il faut voir le monde associatif comme un laboratoire d'innovation sur un certain nombre d'hybridations de statuts. Par exemple, ce que fait la foncière Antidote en conjuguant la vieille loi, enfin le statut issu de la vieille loi de 1901 avec la loi sur les fonds de dotation de 2018, c'est assez génial en fait. Ce que fait par exemple la SIC Tetris sur la manière d'adosser une association d'éducation populaire à une SIC, c'est aussi extrêmement fructueux en fait comme manière d'inventer plein de choses, y compris d'ailleurs, notait Alexandrina, sur l'exemplarité dont on doit faire preuve, c'est-à-dire être le monde qu'on veut voir advenir, et notamment créer des laboratoires de démocratie. En fait, répondre à la question dans quelle mesure on peut faire en sorte qu'une association soit un commun. Voilà, ça fait le lien avec les commoneurs et tous les travaux autour des communs. Donc, voilà, y compris d'ailleurs sur un point difficile du monde associatif, bien documenté maintenant par un certain nombre de travaux. On peut penser à C'est pour la bonne cause de Simon Cotin-Marx et d'autres, sur la difficulté spécifique du travail associatif et la nécessité, je pense, d'avoir le monde associatif comme laboratoire de dépassement des apories de la relation employeur-employé et ce qu'induit le contrat avec son lien de subordination, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est pour l'alliance avec le personnel politique au niveau local, au niveau national et européen. Il est évident, il est à construire. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait des débouchés politiques en fait, au travail que constitue le laboratoire que sont les associations. Après, le lien avec les responsables politiques, c'est aussi le lien avec la défense de l'action publique. Et donc, le lien aussi induit par cette approche de défense de l'action publique avec le monde syndical. On a un ennemi commun qui est l'extension continue du domaine du marché. Il faut pouvoir nommer ça, il faut pouvoir caractériser ça. Je pense que c'est tout le rôle de l'observateur de citoyen de la marchandisation de continuer à rendre poreux, en fait, les frontières entre le monde lucratif et non lucratif. Voilà, le monde n'est pas une marchandise et il faut réussir à tenir bon sur ce mot d'ordre qui était celui du procès de José Bové en juin 2000 à Millau. Voilà, sur les alliances, peut-être finir sur ça, parce qu'on a parlé du personnel politique au niveau local. Je pense qu'on ne s'en sortira pas sans des alliances au niveau européen. Nous, on a commencé extrêmement modestement, mais néanmoins résolument avec le collectif 21, le collectif belge, qui nous apporte beaucoup par leur approche, par ne serait-ce que quand ils nous parlent de la structure de financement de l'éducation permanente en Belgique, on hallucine complètement en fait. C'est quelque chose qu'on n'arrive même plus à penser la manière dont finalement on peut concevoir de financer des contre-pouvoirs, ce qui est le principe même de la démocratie, quoi. Voilà. Je pense à un autre type d'alliance, alors extrêmement important, mais j'y pense parce que hier on recevait sur une journée qu'on organisait le Fonds pour une presse libre. C'est sidérant de voir en fait les parallèles entre le combat pour la presse libre et le combat pour les libertés associatives. Bon, d'ailleurs, les lois sont assez compromettantes à la fin du 19e siècle, début 20e. Et je pense aussi que ça fait partie de ce mouvement de travail contre une lame de fond, quoi. Voilà, et juste aussi, je pense à ça par rapport à ce que tu dis, effectivement, le chantier que tu ouvres, Julien, il est vraiment intéressant sur la manière dont on peut envisager de creuser la façon dont les répressions se sont exprimées à travers le temps.
Et par exemple, si la typologie rendue par le rapport en 2020, elle vaut quelques décennies avant, voilà, ou pas. Et à la fin du livre, sur le bonus là, de la partie 2, j'essaye de faire de manière très grossière deux idéotypiques. L'idéotypique de la répression sanglante de la commune. Voilà. Bon. Et d'autre part, la répression, alors je dis dans le livre, je crois, tellement soft qu'elle n'en est peut-être pas une, qui est justement l'absorption du mouvement incroyable quand on redécouvre émancipateur des bourses du travail, par justement ce que tu dis, le municipalisme, le socialisme et le communisme, et la manière dont finalement, pour moi, c'est un peu le message clé, je trouve, de Michel Rio-Sarcey, en fait, à travers son bouquin, quelque part, j'ai noté cette phrase-là, elle nous explique qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a que des processus de libération. Voilà. Et donc, c'est vraiment crucial de se rappeler ça, et donc d'être dans une conquête permanente, voilà. Et qui commence par toi-même. Je ne sais pas si on a encore. Est-ce que vous pourriez vous lever par l'effort pour que les internautes vous entendent? Merci. Par comparaison, c'est des problèmes d'animation. J'ai eu, je vais prendre ma casquette de conseil citoyen, du conseiller citoyen du 20e. Je te dis, moi j'avais envie de renvoyer une question à la copine d'Adrien Latiba. Est-ce qu'avec la lutte contre les bassines, ils ne sont pas tombés dans un superbe piège? Et avec la maire de Poitiers, et je relierai ça effectivement aux rencontres de Poitiers, où précisément commençaient à se construire des alliances avec un certain nombre d'associations. Et je crois que peut-être il faut aussi affiner la typo des associations. J'aurais envie qu'on s'appesantisse un peu sur le cas de Poitiers. Oui, par contre, je n'ai pas compris la question sur les bassines. C'est sûr que tu explicitais, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu ce mouvement contre les bassines, ça a permis notamment au préfet de la Vienne de dire pas de fric à des écoterroristes. Et de condamner aussi, de filer une amende à la maire de Poitiers, qui par ailleurs accueille les rencontres de Poitiers, où effectivement sont en train de se construire des alliances avec certaines associations et des élus locaux à différents échelons, à l'échelon de la commune ou à l'échelon de l'intercommunal ou du départemental et du régional. Parce que, on voit qu'il y a des situations extrêmement variées au niveau local. D'accord. C'est plus clair oui, c'est plus clair, je pense. Alors moi, je ne fais pas du tout le lien entre une lutte et l'autre, dans le sens où, pour moi, non. C'est pas tomber dans un piège. En fait, c'est juste qu'on voit que là, on a, comme on disait, on a un gouvernement qui, on le voit en fait depuis que le gouvernement Macron est en place, on voit très bien que la société adhère, enfin, il a de plus en plus de mal à faire à la société adhérer à son projet politique qui n'a rien de social, qui n'a rien de, on n'y trouve rien de projet qui porte vraiment la justice sociale, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le gouvernement a tendance à l'autoritarisme, a tendance à être de plus en plus répressif, justement pour éviter les contestations qui forcément arrivent, en fait. Et cela, mais on l'a vu depuis les Gilets jaunes, etc. Alors, c'est disons, des stratégies qu'ils mettent en place, c'est de criminaliser justement les luttes citoyennes et les contestations. Donc, pour moi, non, ce que le préfet a dit, c'est que justement, si on fait de la désobéissance civile, alors, ça veut dire que on est contraire au principe républicain.
Mais moi, je pense que cette personne-là, que le préfet de la Vienne, il l'aurait fait quoi qu'il arrive, en fait. Mais pourquoi? Parce que c'est disons que pour moi, il ne le fait pas par esprit démocratique ni par esprit de protection de la République. Au contraire, il le fait pour justement protéger des intérêts bien concrets. Donc, moi, je pars de cette base-là. Et après, en effet, on voit que pas toute personne qui est dans la sphère politique, disons partisane, partage cette vision. Et la maire de Poitiers en est un exemple, en fait. Alors oui, certes, c'est une maire écolo, mais du coup, qui porte une autre vision du coup de la politique, une autre vision de ce que c'est que la société et une autre vision de ce que c'est que le rôle des citoyens en démocratie et le rôle des mouvements citoyens en démocratie. Donc, pour moi, là, disons que le cas de Poitiers illustre très bien, de un, du coup, les dangers des dérives autoritaires et on voit justement un cas très concret de ce que ça peut être une dérive autoritaire d'une loi qui de base est problématique dans sa rédaction et dans son intention, si je peux le dire directement. Mais à quoi s'opposent d'autres personnes justement qui comprennent la politique autrement. Peut-être que, bon, là je m'écarte un peu, mais on parlait tout à l'heure le fait que les associations doivent, devraient en tout cas se revendiquer politique et quel rapport on a avec la politique partisane, disons. Disons que pour nous, c'est clair, par exemple pour Alternativa, mais on sait qu'on n'est pas les seuls. Dès le départ, on est non partisan, mais on est très conscient du fait qu'on se veut politique. Et quand on se veut politique, on est de toute manière, on est dans les dialogues. On est dans les dialogues avec tout acteur qui permet d'avancer ou qui pourrait empêcher justement d'avancer. Donc bon, pour revenir à la question, là, on voit très bien un cas qui est d'un côté très dangereux qu'il ne faut pas laisser passer par rapport à l'utilisation du contrat d'engagement républicain. Mais d'un autre côté, on voit bien que c'est pas que les associations contre un système. On voit très bien qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui comprennent la société autrement et du coup qui peuvent justement aider justement à rectifier un peu les tirs autoritaires qu'on voit ces dernières années. Des questions sur Internet? On peut toujours rebondir. Bien sûr. Non, peut-être sur cette question-là, moi j'avais à la fois une question, alors, je ne sais pas s'il y aura les éléments, mais par rapport à Poitiers au bassin, moi, il me semble qu'il y avait un lien qui était quand même assez direct, dans le sens où le collectif des bassines faisait partie des co-organisateurs de l'atelier sur la désobéissance civile. Et moi, les échos que j'avais eus des gens de Poitiers, c'est que quand même, pour le dire comme ça, si le préfet avait été véhément en direction de ces ateliers-là, parce qu'au fond, de la désobéissance civile, il y en a tout le temps, ça fait des années, pourquoi là, quoi, en fait. C'est aussi parce qu'il y avait ce truc sur les bassines qui inquiète tout particulièrement l'État, qu'ils ont voulu taper là. Bon, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si tu as des éléments un peu là-dessus, et bon, c'est ce que on m'avait rapporté. Et par ailleurs, en fait, sur la question, moi, je pense que c'est quand même c'est un cas qui est hyper important, notamment par rapport à la façon dont on le catégorise. En fait. C'est-à-dire que la lutte sur le sens des mots dans ce cas-là, et notamment cette notion d'écoterrorisme, en fait, est quand même assez décisif dans le sens où, et tu le montres bien dans le livre, en fait, toutes les histoires dont on parle aujourd'hui sont quand même fortement accélérées. Tu évoques un moment 2001, mais surtout depuis 2015. Et moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose de fondamentalement nouveau de par la diffusion du paradigme antiterroriste dans tout un tas de pans de la société qui affectent très directement la vie associative et la criminalisation du mouvement social. Et donc, pour le dire autrement et pour le dire simplement, catégoriser quelqu'un de terroriste, c'est la première étape pour pouvoir légitimer la répression, au fond, qu'elle ne paraisse pas trop arbitraire et potentiellement derrière qui va permettre des procédures de dissolution, etc. Et donc, je pense qu'il faut résister extrêmement fermement en fait là-dessus. Et voilà, il y a une bataille un peu d'hégémonie culturelle, pour le dire comme ça, face à cette catégorie-là qu'essaye d'imposer Darmanin, mais il n'est pas le seul, et qui va derrière légitimer ces formes de répression. Voilà, caractériser le fait de scier un tuyau de terrorisme est tout à fait discutable, et ce que montre par ailleurs très bien beaucoup d'historiens sur la notion même de terrorisme, c'est que il est impossible de définir le terrorisme, c'est toujours ceux qui sont en position de pouvoir qui sont en capacité de le faire, et on le voit d'ailleurs très bien en Israël, par exemple. Là, tu penses aux travaux de Vanessa, par exemple, ouais. On est quand même obligé de faire un petit détour par l'actualité actuelle. Vous savez qu'actuellement, dans le projet de loi Darmanin, on veut créer des amendes pour les gens qui occupent leur lycée et les gens qui occupent leur fac. Et quand on parle d'amende, on parle de 1 000 € jusqu'à 5 000 €.
Vous imaginez ce que c'est pour un étudiant de payer 1 000 € sur une amende parce qu'il a occupé son université. Donc, cette répression existe évidemment dans le monde associatif. Elle existe dans tous les couloirs de protestation. Je voulais revenir sur la question des alliances. En fait, toi, tu n'as pas rebondi beaucoup là-dessus, mais il y a quand même la question des alliances au sein du monde associatif. Alors moi je dis un peu souvent, mais moi je travaille depuis pas si longtemps que ça en fait sur le monde associatif. J'ai beaucoup travaillé sur les questions démocratiques en fait et sur notamment les questions de pouvoir d'agir et de mobilisation dans les quartiers populaires, les mobilisations antiracistes. Et bon, ça m'a conduit à travailler sur la répression associative. Et moi, ce qui me frappe en travaillant de façon plus proche avec les assos, notamment dans le cadre de notre observatoire, c'est à quel point c'est compliqué. C'est peut-être naïf de dire ça, mais le degré de concurrence, de rivalité, de jeu d'ego entre des gens qui sont censés partager des objectifs politiques communs est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est la puissance au fond du système, et y compris l'enfant en fait de la vie associative. Et là, il y a probablement des trucs à faire. Je pense qu'il y a des réflexions en ce sens, mais y compris du côté des financeurs pour essayer de réfléchir à la façon dont les modalités de financement par les fondations peuvent permettre de contrer ça, quoi. Parce que c'est voilà. C'est le contraire, c'est-à-dire que la mise en concurrence. On est bien d'accord. Mais alors, je pense que les fondations en ont bien conscience et peuvent permettre d'eux. Moi, j'ai pas du tout de solution de ce point de vue-là, mais c'est dur, quoi, en fait. Et en même temps, on est tous d'accord, en fait, sur l'impérative nécessité au regard du rapport de force, hein, on peut être optimiste, mais que je pense quand même défavorable de s'allier, mais c'est dur, quoi. Et donc, moi, je pense que. Et donc, si vous avez des pistes de ce point de vue-là, n'hésitez pas à en faire part. Je me sens, à mon avis, que les modalités de financement sont justement une partie de la réflexion associative. Et que ça pose toute la question, justement, des façons d'observer et ces répressions associatives du côté administratif, politique, etc., mais aussi du côté des financements, parce qu'on voit avec toute la montée de l'investissement à impact social, comment, en fait, le néolibéralisme rattrape le financement associatif pour le faire taire, finalement. Donc, on est vraiment sur deux modèles de répression. C'est aussi ce que tu dis dans la... Mais après, je peux peut-être répondre par une piste, parce qu'elle est toute d'hier. Je disais, hier, on avait une journée d'automne, on a rassemblé pas mal d'acteurs, et il y avait le mouvement pour l'économie solidaire. Et en fait, là, avec le mouvement pour l'économie solidaire, on bosse énormément ensemble. Et donc, du coup, des fois, on se demande qui fait quoi en termes de dépôt de demande de subvention, etc. Et l'idée d'Alice, hier, du mouvement pour l'économie solidaire, c'était, puisqu'en plus, on a eu un temps de travail qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on fait cet été ?» où notamment, on a eu la présentation du projet de l'université d'été des mouvements sociaux. Et donc, une invitation aussi à proposer des ateliers, des choses, etc. Et en fait, elle proposait une espèce de projet de loi de finances, un atelier projet de loi de finances qui permettrait à chaque association de venir avec sa feuille de route et de dire, ben voilà, nous, l'année prochaine, on veut faire ça, notre priorité, c'est ça, on aimerait bien faire ça, etc. Et on envisage d'aller demander à tel partenaire financier, à telle institution, à telle fondation, etc. Et partant de là, ça permettrait d'avoir une espèce de, elle appelait ça un projet de loi de finances, c'est-à-dire une vision prospective, articulée, coordonnée, etc., où on se mettrait d'accord sur qui fait quoi, qui porte quoi, qui contribue à quoi, et comment est-ce que globalement tout ça aboutit à avoir plus de moyens, en fait. Voilà. Mais bon, peut-être que ça sera une piste. Je rajoute à l'université d'été, c'est un truc qui se construit. Sur les pistes, alors juste un point sur Poitiers. J'étais à Poitiers il y a très longtemps, François Bernard, je suis un des administrateurs du mouvement IDREM, qui est un mouvement d'éducation pour la citoyenneté mondiale. Alors j'étais aussi à Poitiers, mais sur le versus première rencontre, puisque Poitiers se caractérisait comme première rencontre de l'éducation populaire, il faut voir déjà l'ambition, en oubliant qu'il y a depuis très longtemps des rencontres de l'éducation populaire, entre autres le travail qu'avait lancé la ministre de la Jeunesse à l'époque en 2000, Marie-Georges Buffet, sur le grand débat sur les associations. Tout ça, c'était pas dans les nouvelles de l'histoire. Moi, je trouve que c'était véritablement la caricature de ce que le mouvement associatif est capable de faire en règle générale, c'est-à-dire continuer à avoir toujours la même maladie, toujours le même truc, en disant on est les plus
corps et montrer ses muscles à tout le monde. Même si c'était un peu atténué, parce que la situation est dure, donc on montrait ses muscles, mais pas trop. Voilà. Moi, je suis pas très optimiste de ce côté-là, tant qu'on restera sur des choses qui sont très traditionnelles. Alors, évidemment, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on a commencé au niveau du mouvement Y de lancer, il y a l'air, alors pas une solution, mais disons une tentative, du moins dans le domaine de la formation, qui est le gros morceau de la concurrence, hein, quand même, les associations de formation, de créer un commun de la formation. C'est-à-dire que la formation ne se privatise pas, on le revendique pour l'école, mais jamais on ne l'a revendiqué pour la formation continue, la formation professionnelle. On est dans l'univers de la concurrence, la plus dure, et avec le CPF, etc., on voit que le business, c'est en train de devenir. On propose là de créer un commun. Alors, dit comme ça, mais je crois qu'il faut le dire comme ça très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne comprenne pas très longtemps. On a beaucoup de mal à dire qu'est-ce que c'est le commun, qu'est-ce qui est commun, etc. Il faut qu'on travaille sur le concept, même dans un premier temps, parce qu'il faut quand même être un peu pragmatique. On n'est pas là pour l'éternité, on n'est pas le Saint-Esprit avec nous. Donc, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif qui est, pour moi, je ne suis pas le seul, ça se partage avec d'autres, une tentative institutionnelle multipartenaire, c'est dit dans la société coopérative d'intérêt collectif, et qui assemble aussi bien ces fameux consultants qui terrifient le monde de l'éducation populaire parce que ce sont des salopards qui font de la formation uniquement pour faire du fric, des grosses associations, plein de petites qui de toute façon savent qu'elles vont se faire bouler sur les appels à projets et sur les appels d'offres. Alors, c'est pas gagné, hein, je suis d'accord, tu dis là, non, après, on a la solution, parce que si on avait la solution, on la vendrait, on risque tout le monde. Peut-être, enfin, moi, j'aimerais bien réagir plus sur la question du coup des alliances, de la difficulté des alliances ou pas. Alors, moi, je vais apporter peut-être, je ne vais pas parler peut-être de manière structurelle ni pour tout le monde associatif. Moi, je vais parler du coup, de notre point de vue et de notre expérience historiquement Alternativa Action Non-Violente COP21. Nous, justement, on ne parle pas de convergence de lutte, on parle plutôt d'alliance selon des axes de travail concrets, des projets concrets, des époques concrètes. Et disons que pour le mouvement climat, en toute l'évolution, elle a été assez, elle s'est beaucoup précipitée. Pareil également les dernières années. Nous, depuis le départ, par exemple, on prône que on lutte pour la justice climatique et la justice sociale. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Et là où avant, le mouvement écolo était assez éloigné d'autres associations qui travaillaient plus sur des questions sociales, sur des questions de racisme, sur des questions de discrimination, etc. En tout cas, on ne se sentait pas forcément qu'on ne savait pas exactement se parler ou on ne s'était pas exactement représentés les uns par les autres. On a vu des choses on a vu des alliances, on a vu des possibilités de travailler ensemble et des dialogues que avant on croyait impensable, mais moi l'exemple le plus représentatif, c'est du coup les manifestations avec les Gilets jaunes, qui étaient un mouvement, disons, on était assez éloigné avec le mouvement climat. Et pourtant, ça se fait, c'est toutes les alliances qu'on a pu faire avec du coup, les comités pour Adama Traoré, avec Front des Mers, du coup, et la maison à Verdragon, pour parler que de l'Île-de-France. Hein. Mais on voit qu'il y a également là, de manière beaucoup plus récente, avec le contexte des crises énergétiques et du coup des logements passoires qui du coup touchent des populations très précaires, disons avec moins de moyens pour se défendre, etc. On voit que les alliances se font, qu'il y a des alliances entre des associations comme la Fondation Abbé Pierre, l'Alliance citoyenne, Nos Vies, Nos Voix et d'autres mouvements comme Greenpeace, Alternativa et beaucoup plus accès à, disons, à climat, d'autres questions. Donc, pour moi, ça dépend de si on parle tout simplement de survie des associations ou si on parle de projets concrets et des projets, disons, citoyens politiques concrets. Mais pour moi, les alliances, elles sont pas difficiles tant que on met le cœur, disons, sur la table et tant qu'on a des projets communs en clair, elles se font assez naturellement. Hein. Et du coup, juste pour revenir sur ça, quoi. On a un peu tendance parfois à s'auto-flageller, alors que quand on a des voies concrètes
en vrai, les alliances, elles peuvent se faire très rapidement et de manière assez solide dans les temps. Oui, justement, si je peux, je sais qu'on a beaucoup parlé d'alliance, mais je suis assez d'accord, et notamment sur ce que tu disais, il ne faut pas confondre alliance stratégique et convergence de lui. Et dès lors qu'on s'impose à tout prix de trouver des convergences, on ne donne pas assez de chance aux alliances. Et je pense que, au-delà du fait qu'effectivement, il doit y avoir une convergence de lutte, pour tout ce qui est lien entre la question démocratique et la question sociale, là, malheureusement, dans les sphères de défense de démocratie et même de défense de liberté, peut-être que la France, elle fait exception, il n'y a pas une énorme prise de conscience entre l'importance de l'érosion des droits socio-économiques en parallèle, ou qui fait le lit de l'érosion des droits civils et politiques. Et ce type d'alliance conceptuelle même, je pense qu'elle est très importante. Mais si par exemple, je pense que les contextes, malheureusement, les contextes très difficiles, comme ça a été le cas en Pologne et en Hongrie, mais comme ça devient de plus en plus le cas dans les pays occidentaux, je pense que en France, la loi séparatisme a quand même représenté un tournant dans la capacité des organisations à créer des alliances. Malheureusement, dans les moments difficiles, il y a quand même une poussée stratégique des organisations à trouver des points d'entente et à créer des alliances conjoncturelles qui n'ont pas vocation à se transformer en. Je pense qu'il faut aussi être stratégique en fonction de l'objectif. Et peut-être juste de donner, parce qu'une question a été posée sur les fondations internationales. Alors, tenez-vous bien, je sais qu'en France, il y a une énorme réticence par rapport à la Fondation pour une société ouverte, la Fondation Soros. C'est une fondation. Alors, nous aussi, on a beaucoup réfléchi quant à l'opportunité de se faire financer par l'argent qui est estimé qui vient de la spéculation financière. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que ça fait partie des fondations qui subventionnent la subversion dans la société. Alors, ils ont commencé, oui, c'est paradoxal, ils ont commencé, la Fondation Société Ouverte était parmi les plus connues à l'Europe de l'Est dès la chute du communisme, et ça a financé exactement le modèle politique dont je viens de parler au tout début. Et ma surprise a été énorme de constater que quelques décennies après, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé au sein de la Fondation, mais quand on regarde les projets et les initiatives subventionnées, et même pas sur un mode projet, mais vraiment avec des subventions de programmes et de subventions opérationnelles, structurelles, de fonctionnement, pour les associations, c'est assez intéressant. Donc, c'est une vraie question. Ensuite, il y a des fondations comme la Fondation Guerrilla. Il y a beaucoup de fondations américaines, Edge Funders, Guerrilla, Stuart Mote, qui, pareil, cherchent notamment à subventionner une certaine radicalité. Donc, pas forcément des projets associatifs classiques, mais toutes sortes de mouvements subversifs qui sont orientés sur changement systémique, même une radicalité dans les propos et dans les pratiques. N'hésitez pas à consulter. Alors, on fait signe qu'on doit bientôt conclure, mais on peut peut-être finir ici. Et je sais pas qu'il y a une question, c'est ça, sur Internet ou non, d'accord. Donc, on peut finir là pour une toute dernière question rapidement, et puis après, on ira voir. Il y avait juste une remarque pour en rajouter un petit peu sur les tentatives de supprimer les subventions L214. Voilà, aujourd'hui, tous les prétextes à trouver des failles pour essayer d'imiter les subventions. On a eu plusieurs cas récemment. Voilà. Vous voulez rebondir? Non, j'avais juste. On pourrait continuer longtemps, donc je ne sais pas. Mais sur la question des fondations, effectivement, et moi je pense que tu as raison de le rappeler, par exemple, Soros, ils ont financé à coût de dizaines de millions d'euros le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui apparaît comme un truc assez radical, etc., qui n'aurait pas eu l'ampleur qu'il a eu sans ce financement-là. Après, ils ne le disent pas trop parce que justement, ça ne fait pas trop radical, mais ça a quand même permis des choses. Moi, j'aurais bien aimé, mais peut-être que du coup, on en discutera de façon plus informelle, que quelqu'un réponde à la question qui était, je crois, posée en ligne sur les formes éventuelles de répression subies par des financeurs privés. Et dans quelle mesure… moi, je n'ai pas connaissance de ce genre de choses. En général, ce que montre la recherche, c'est que le financement privé par des fondations se traduit plutôt par une
modération des revendications, une pacification en fait des organisations. C'est plutôt ce que montre en fait, mais il y a des moyens de résister, me semble-t-il. J'aurais bien aimé vous entendre là-dessus. Et un dernier mot peut-être sur la question des alliances, parce que moi je crois effectivement que notamment le cas de Vert Dragon est un cas hyper intéressant de ce point de vue-là, et je pense qu'Alternativa a fait un boulot hyper intéressant. Et notamment, ça a été possible, à mon avis, pour une raison, c'est que ça s'est construit effectivement sur quelque chose de très concret, qui est un espace, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif, c'était pas un truc complètement évanescent. L'objectif, c'était de créer, d'ouvrir un espace en commun, et que il y a une culture de la campagne, en fait, chez Alternativa ou chez quelques acteurs, qui est peut-être pas toujours partagée par l'ensemble du monde associatif en France. Moi, j'ai observé beaucoup dans le monde associatif américain, c'est-à-dire on n'est pas d'accord sur tout, mais sur une lutte, une campagne, un objectif précis, allons-y, quoi. Et eux, ce qu'ils répètent en permanence, c'est l'unité n'est pas l'uniformité. On a plein de désaccords, mais pour obtenir cette victoire-là, on va les mettre de côté. Et ça, on a du mal, je trouve, à le faire en France, une sorte de culture politique. Malgré tout, vous y arrivez, Vert Dragon, on a un bon exemple. Néanmoins, connaissant un petit peu l'histoire, Vert Dragon, c'est aussi intéressant par les types d'alliances politiques qui l'ont rendu possible. 27 novembre. Si Vert Dragon est possible, si cet espace-là et le local, qui est quand même assez grand en fait, est obtenu par le Front de Mer et Alternativa, c'est aussi parce qu'il y a des négociations avec la municipalité et des alliances qui se sont pour partie construites au moment des élections municipales, qui fait que le maire, en fait, il lâche quasi gratuitement ce local-là. Ça n'aurait pas été possible non plus. Ce qui repose, sans que j'ai la question et sans que je dise il faut investir le champ politique, il n'y a que ça. Moi, je suis plutôt sur une position d'entre-deux, entre l'extériorité totale et il n'y a que le champ politique. Bon, bah, y compris l'histoire de Vert Dragon montre que si Fatima Ouastak n'avait pas négocié un peu avec le maire, etc., il n'est pas sûr qu'ils auraient pu avoir accès à ce local qui permet de faire des trucs de ouf et notamment de faire se rencontrer des blancs parisiens et des gens de banlieue, quoi. Non, mais juste pour rebondir, enfin, moi, je ne suis pas en train de nier, je suis pas en train de dire que les choses arrivent comme ça d'un claquement de doigts. Et moi, pour ce qui est du rapport avec les politiques, moi, nous, par exemple, on est très clair. On ne dit pas de toute manière, ce qu'on dit de toute manière, les associations, c'est quand même des acteurs directement démocratiques. Et nous, on travaille sur des rapports de force. Enfin, on parle des lobbies, enfin, les associations, les citoyens, on doit être aussi des lobbies. Mais on est des lobbies, pour moi, qui ouvrent. Parfait. Donc, en fait, c'est pour ça, à partir de là, pour moi, du moment qu'on veut être un point dans les négociations, un poids pour créer la création d'un rapport de force qui permette ces changements de situation, bien entendu, on est obligé de négocier. Avec que ce soit au niveau local, j'ai l'impression que c'est le plus, pas que c'est le plus, disons, accessible, en tout cas. Mais voilà, juste pour revenir sur ça. Moi, je voulais juste souligner sur le chat, il y a beaucoup de gens qui te félicitent pour ce merveilleux livre, Jean-Baptiste, et je te laisse le mot de la fin parce que pour le coup, c'est bien. Oui. Bah, le mot de la fin, c'est pour indiquer la suite, en dehors évidemment de l'apéro, là. Non, en fait, traditionnellement sur l'université des savoirs associatifs, puisque en fait, c'est ce cadre-là, ce soir, on l'a rappelé rapidement, on propose un arpentage des livres. Mais là, on s'est dit, souvent, les arpentages, c'est plutôt pour les livres longs et compliqués, et j'ai essayé de faire court et simple. Donc, en fait, ce qu'on voulait proposer, c'était un arpentage, pour ceux que ça intéresse, du livre de Michel Rieux-Sarcey. Donc, on va proposer à ceux qui étaient là de s'inscrire, et puis si on a une dizaine ou une douzaine de participants, on fera cet arpentage-là. Et puis, simplement pour indiquer la suite sur cette université des savoirs associatifs, ça sera début d'année prochaine, mais on va, comme d'ailleurs l'arpentage, on ne va pas se précipiter pour faire l'arpentage de Michel Rieux-Sarcey, mais la prochaine séance de l'observatoire associative, a priori, à moins qu'on en intercale entre-temps, ça sera début 2023 sur la présentation du premier rapport de l'Observatoire citoyen de la marchandisation.